Quand tu dis ton rêve à quelqu'un, s'il se fout pas de toi, c'est que tu rêves pas assez grand. Avec un petit peu une espèce de fugue, tu vois. Mais non, je te jure. Ça arrive encore aujourd'hui qu'on me parle en anglais, alors que je suis en France. Et si je me plante, comment je fais? Pour toi, en tant qu'humoriste, c'est quoi le Hall of Fame? Les enfoirés? Bon, on attend une invitation chez toi d'ailleurs, parce qu'on a vu la maison, ça fait. Quand tu veux. Dis-moi, frère. Ah ouais, c'est une dinguerie. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de The Bridge, ici, dans ce magnifique lieu, le Teatro Las Vegas de Madrid. Et comme d'habitude, avec un casting de très grande qualité. Un casting de légende. Aujourd'hui, on reçoit une légende du football international ivoirien, vainqueur de la Ligue des Champions, de multiples championnats. Évidemment, je parle de monsieur Didier Drogba. Une légende du basket français et de la NBA, Tony Parker. Une légende d'Internet, caster, streamer, propriétaire d'une équipe e-sport, Kameto, et le sniper de l'humour, un humoriste très en vogue mais aussi très talentueux, évidemment, Paul de Saint-Cernin. Vous connaissez déjà la chanson, The Bridge is On. Bienvenue dans un nouvel épisode de The Bridge. Alors, merci à tous d'être là. Aujourd'hui, c'est un peu fou parce qu'on a un casting où c'est pas forcément des profils qui peuvent se rapprocher sur certains points et pourtant, Casting de qualité. casting de fou. Toujours. Mais à mon sens, c'est le casting où il y a le plus de points communs entre vous et évidemment avec les gens qui nous regardent. Exactement, il y a beaucoup de points à faire. Comme je l'ai dit, merci à vous d'être là. C'est un plaisir de pouvoir partager ce moment avec vous. Et je voulais commencer par toi, Tony. Je ne sais pas si tu le sais, mais vous vous êtes déjà croisés plusieurs fois. Ah ouais. Et Il y a longtemps. Mais tu vois, souvent on me pose la question, est-ce que tu savais depuis petit que tu allais pouvoir jouer au Real ou jouer dans le plus grand club du monde ou peu importe. Et T'as joué à Paris? non. mais quand je vois Tony, tu vois, quand je te vois, de ce que j'entends, c'est que dès le début, tu étais quelqu'un de programmé, entre guillemets. Tout le monde disait toujours que ouais, lui, il va devenir ce que tu es devenu au final. Et c'est là où on s'est croisés. Ok. Moi, C'était je où? viens de Canteleu, Oh, Canteleu, waouh. cité verte. Il faudra mettre Mais sur la non. carte parce que personne ne croit. C'est clair, Attends, personne il a ne dit connaît. Excuse-moi. C'est Comme une s'il banlieue avait de dit Rouen. Tu viens, Banlieue de Rouen. Banlieue de Rouen. Je suis à Rouen, mais je connais pas. Voilà, t'es né à Rouen, tu as grandi dans un petit village, donc calme-toi quand même. Et ton papa, il m'a entraîné, D'accord. Je sais pas si tu te Quand il rappelles. faisait les tournées dans les cités. dans les exactement, playgrounds. au playground et tout, et on s'est croisés plusieurs fois. Quand nous, on était petits, on te voyait, avec les mecs du quartier, etc., on voyait ton papa, et nous, on comprenait pas. On pensait que tu te la racontais, etc. Mais en fait, maintenant, avec le recul, toi, tu étais déjà dans ta déterre à cette époque-là. Tu savais déjà où J'étais dans t'allais, ma ce que bulle, tu faisais. On est d'accord. Mais on parle de t'as quel âge? 12 ans. Ouais, 10, 11 ans. Ah ouais, ok, Ouais, même ok. un peu moins. Ok. Donc, c'était il y a 30 ans, tu vois. Mais ça, c'est un peu la mentalité française aussi. Quand tu as une grande confiance en toi et que tu dis les choses, ça dérange un peu en France, surtout quand tu es jeune. Maintenant, je trouve que ça a un peu changé, maintenant, les mentalités. Mais à l'époque, c'est vrai que quand je disais que je voulais devenir le premier Français à être en NBA, on me prenait pour un fou. Surtout, si tu remets un peu de contexte, à l'époque, il n'y avait pas d'Européens, vraiment pas de Français en NBA. Et donc, ça pouvait, tu sais, ça pouvait passer par de l'arrogance, mais moi, comme j'avais un papa américain, bah, moi, je voyais ça comme pour réussir, il faut avoir confiance en soi et le mental, c'est le plus important. Donc moi, j'ai grandi dans une maison où mon père, il était américain, donc tu as ce côté où il faut avoir une grande confiance, et ma mère, elle était hollandaise, et donc j'avais ce côté européen pour garder les pieds sur terre, et donc moi, j'ai l'impression que j'ai grandi avec le meilleur des deux mondes, et j'ai fait mon petit cocktail explosif, et je savais que peut-être il y avait des joueurs qui ils seraient plus rapides que moi, peut-être des joueurs seraient plus costauds, plus grands, mais s'il y avait un truc que je voulais pas qu'ils me battent, c'est au niveau mental, et que quand la lumière s'allume dans la salle et qu'il faut mettre le shoot au bon moment, bah, je serai prêt.
Voilà, donc tu avais déjà le mindset et clairement, nous, on n'avait pas de vision. Nous, on venait, on jouait pour s'amuser et on n'avait aucune aspiration. On regardait Jordan à la télé et encore quand on pouvait Mais c'est un peu voir. là, c'est parce qu'en France, quand tu commences du sport, à l'époque, on te disait le plus important, c'est de participer. Et moi, j'avais du mal, moi, avec cette phrase-là. Parce que déjà, moi, mon père américain, mon idole, c'est Jordan, donc c'est pas du tout cette mentalité-là. Et après, quand je vois 98 et la France gagne au foot, avec Zizou, avec Titi, bah, moi, ça m'a inspiré. Et moi, j'avais envie de faire ça pour mon sport. Nous, on n'avait jamais gagné de médaille d'or dans le basket. Et donc ça, c'était devenu une motivation de montrer que les Français, ils peuvent jouer au basket. Parce que tu sais, les Américains, ils sont très cocky. Chauvin, ouais, bien Ouais, pour eux, les baskets, c'est les meilleurs et il n'y a personne d'autre. Surtout à l'époque, hein, c'était encore plus exagéré à l'époque. Encore Et donc maintenant. moi, comme mon père est américain, moi, je voulais leur montrer. Quand on allait à Chicago en vacances, je voulais aller sur les playgrounds, je voulais montrer que non, et la France, nous aussi, on peut jouer au basket. Et toi, Didier, cette motivation-là, tu l'as eu dès le début de vouloir devenir Déjà, bonjour. footballeur Bonjour, professionnel. bonjour Didier Drogba. Bonjour, Dans monsieur. l'émission, comment allez-vous? C'est un plaisir. Enchanté. Didier Drogba. Bonjour la légende. Non, Il y a plein de choses qu'on peut. on va dire, c'est vrai que, pareil, dès petit, très tôt, j'avais cette motivation-là. J'ai dit à mon père que je voulais devenir footballeur professionnel. Il n'a pas accepté. Parce qu'à l'époque, le football, c'était pas un métier. C'était pas un métier. C'était pas un métier C'était un rêve. valorisant comme maintenant. C'était un plus rêve. une passion. Mmh. Quand je lui dis que je vais être footballeur professionnel et que j'arrive en France chez mon oncle, parce que j'ai quitté la Côte d'Ivoire à l'âge de 6 ans, et j'ai vécu chez mon oncle. Et c'était une période difficile, mais mon oncle était joueur professionnel en 2e division. Et donc, je vais à l'entraînement. Non, je vais au match avec lui un jour. Et je regarde les joueurs. Je vois l'interaction entre les joueurs et le public. Et je me suis dit, bon, moi, quand je serai grand, je vais faire ça. Mais à quel moment tu as le switch où tu te dis, là tu vois ton oncle qui est pro, à quel moment comme Tony tu te dis, vas-y mon objectif ça va être ça. Il n'y a pas de, limite il n'y avait pas de plan B quoi, c'était ça et rien. Toi il y a un moment où tu te dis, moi je suis... Ça s'est peut-être fait progresser. Ce jour-là. C'est ce Ce jour-là. jour-là, je me dis, non, c'est ce que je veux faire. Et ensuite, tout ce que je fais, donc je signe ma première licence par contre à 11 ans, à l'âge de 11 ans, Ok. à Dunkerque. Et je suis là, et je commence latéral droit. Et je prends le couloir comme ça, la Lilian Thuram, je prends le couloir, je rentre, et puis sur le pied gauche, j'allume, je frappe et je marque. Et donc, tu vois, je marquais, et mon oncle me voit, il vient me voir au match, et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais arrière droit? Je dis, bah, c'est la seule place qui restait, donc le coach m'a mis là, donc il me dit, ah non, chez nous, on est des attaquants, donc tu vas pas rester à ce poste. Comment je vais expliquer ça au coach? Donc, j'ai rien dit, j'ai fini ma saison comme ça, et on déménage, on va à Abbeville. Quand on arrive à Abbeville, le coach me demande tu joues quel poste? Je dis avant-centre. J'avais jamais joué avant-centre. Il me dit avant-centre et là, je démarre et j'enchaîne mes buts. Je crois que j'ai mis plus de 40 buts cette année-là et voilà comment on appartient à tout l'histoire. démarre. Voilà. Ouais. Et en parlant de mindset et de plan de carrière, toi Kamel, parce que toi tu commences, juste à la base t'es juste un bousillé de jeux vidéo, Ouais, c'est notamment de LoL. Ouais. Comment tu te retrouves aujourd'hui à être non seulement streamer, chef d'entreprise, tu as une équipe e-sport, mais pas qu'une équipe, académie, il Ouais. faut dire qu'il y a beaucoup de choses qui en découlent. Il y a eu beaucoup de chemin. Mais moi, mon premier toucher à l'e-sport, bah, DJ, il est dedans. Parce Ah ouais. que j'habite à PES? Corbeil-Essonnes, exactement. PES, et il y a eu le PES Tour, je ne sais plus exactement c'était quoi. PES League. PES League, il y a PES eu League. un tournoi au Palais des Sports. Donc moi, j'étais déjà bousillé de jeux vidéo. Je jouais à la maison de quartier, j'avais eu ma Play, je jouais tous les jours chez moi. J'étais vraiment matrixé par les jeux vidéo. Et j'ai fait mon premier tournoi sur PES 5 au Palais des Sports à Corbeil-Essonnes. Donc c'était le premier tournoi e-sport. C'est la première fois que je comprenais ce que c'était. Donc c'était ma première fois que je faisais de la compétition sur un jeu vidéo. Et depuis, je suis tombé amoureux. J'ai commencé. Je m'en souviens, j'étais sorti des poules. Et j'étais un petit de 10 ans, je me suis fait sortir en quart par un daron de fou. Il n'y avait pas de pitié. Il n'y avait pas de Il pitié, y avait aucune pas de pitié. pitié. Et Faut moi, dire j'étais un rageux, je m'en souviens. Même 10 ans, c'était un vu à côté de moi. Je disais, ah, t'as eu trop de chance et tout. J'étais tout innocent comme ça. Et ouais, du coup, j'avais perdu en quart. Et après, bah, moi, j'ai continué les jeux vidéo jusqu'au lycée. Au lycée, j'ai pu m'acheter un PC. Je travaillais pour m'acheter un PC. Et j'ai découvert la Corée du Sud.
La Corée du Sud, c'était un autre monde par rapport. Je vais dire la Corée du Nord. Non, non. Mais comment ça, t'as découvert la En gros, j'ai acheté StarCraft. Ah, Donc ça, c'est un des jeux e-sport les plus réputés du monde, etc. C'était StarCraft 2 à l'époque. jeu en ligne, du coup. Jeu en ligne. Donc je commençais à jouer, etc. Et après, je suis allé sur YouTube, j'ai regardé, je me suis dit, il doit y avoir des compétitions. J'ai cliqué, il y a une compétition qui s'appelle la GSL, c'est en Corée du Sud, et des stades remplis. La foule en... Et ça, c'est quelle année ça? Quelle année ça? Ça, c'était première année de lycée, je pense, c'était vers 2009, 2010, je sais Ok. plus, quelque chose Ouais, comme ça. ok. Et tu t'es dit que ça allait devenir ton truc? J'ai vu ça, je me suis dit, ah non, ça c'est pour moi. Je Même veux faire ça. streamer et tout? Ouais, non, bah streamer, c'était... Il y en avait des streamers, mais c'était encore léger. Mais moi, je voulais vraiment faire de l'e-sport, de la compétition. Mais restons là. Tu veux faire de l'e-sport, Ouais. de la compétition du jeu vidéo. On l'a vu, Didier, par exemple, quand il dit à son papa, moi, je veux devenir footballeur. Tu dis quoi à tes parents? Parce qu'à cette époque-là, moi, je suis un peu plus vieux, le rêve, c'était quoi? C'était soit devenir footballeur, soit devenir basketteur, soit devenir testeur de jeux vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, joueur de jeux vidéo, tu dis quoi à tes parents? Il n'y avait rien à dire. Déjà, dès que tu voulais jouer à l'époque, on t'enlevait la console. Ma mère, elle me laissait jouer L'école. 2 heures et après, elle me disait, allez, range ça. Et elle l'a caché avec des clés, etc. Je devais trouver des combines pour essayer de jouer parce que j'étais vraiment animé par ça. Et tu dois t'entraîner en vrai. Ouais, tu dois t'entraîner, tu dois t'entraîner. Et dès que j'ai eu le PC, bah, j'avais mes petites techniques où dès que quelqu'un ouvre la porte, j'ai mon cahier d'ouvert, j'éteins l'écran, tac, tac, je perds ma partie, du coup, j'ai le seum. Et après, j'essaie de reprendre. Mais bah, moi, quand j'ai dit à mes parents que je voulais vivre d'Internet, du jeu vidéo et après du streaming, c'était mort, ça n'existait pas. Personne vit du streaming. Encore footballeur, tu as des exemples, il y a des centres de formation, c'est professionnel. Oui, mais c'est générationnel, puisque nous, à l'époque, c'était Ouais. le football qui n'était pas perçu comme Un métier. une vraie profession. Et quelques années plus tard, c'est toi et Exactement. le streaming. Exactement. Et moi, j'ai eu une proposition pour aller streamer en Angleterre. Donc, il y avait une boîte française basée en Angleterre qui recrutait des streamers. Et en fonction de ton niveau sur les jeux, moi, j'étais passé sur League of Legends et j'avais un bon niveau, je faisais des tournois, etc. Et j'ai eu une proposition pour aller vivre en Angleterre. J'ai dit à mes parents, c'était mort. Et c'était plus fort que moi, j'y suis allé quand même. J'ai fait une espèce de fugue, tu vois. Mais non. Je te jure, j'ai fait une espèce de fugue. C'est un bon conseil à donner à tous les Non, mais non, c'est horrible. Les jeunes qui nous non, franchement. Non, c'est horrible, mais c'est vraiment mon Devenez histoire. professionnel. En gros, mon père, il m'a dit non, c'est mort, tu restes à la maison et tout, c'est pas fait pour toi, il n'y a pas d'avenir dans ça, etc. Et je le comprends avec le recul. Et il y a un jour, je dis à ma mère, là, la proposition, elle est trop alléchante, c'est un tremplin, je sais que si je vais là-bas, je vais réussir. Et j'ai pris mon Eurostar, je suis parti. Mais t'avais quel âge? Là, c'était quand j'avais 18 ans. Ok. Ouais. Pour être un bon streamer et un bon joueur de e-sport, faut pas écouter ses parents. Et aimer la Corée du Nord. La Corée du Nord. Puis l'émission. C'est marrant quand j'écoute un peu tout ce que vous dites. Je reviens à ce que Tony, tu disais. Tu sais, par rapport au fait que dès le plus jeune âge, tu savais déjà ce que tu voulais devenir. Et quand je regarde toi, Paul, tu me dis si je me trompe, mais tu viens d'une famille plutôt aisée. Tu vois. Je viens d'une famille très traditionnelle. Très J'ai traditionnelle. jamais manqué de rien et tout. Mais c'est loin Dis-le d'être que t'as de l'oseille. Bah en fait, non, souvent les gens, tu sais, associent ça, le nom de famille de Saint-Cernin, La à particule, le fils à papa qui a une Ferrari et une mèche comme ça. Pas du En tout fait, le moi, cas. c'est plus, pour te donner un exemple, évidemment que j'ai jamais manqué de rien et c'est super. Tant mieux. C'est plus famille nombreuse, très stricte, à l'ancienne, Tu vous vois tes parents. très croyante. Je vous vois mes parents, voilà, c'est plus Encore ce aujourd'hui délire-là. Ouais, encore Et aujourd'hui. pourquoi tu ne nous vois pas, nous Bah, frère, Parce que t'es pas son père. bah, non, je t'ai vu, t'étais comme ça à Bordeaux. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Calme-toi. Non, mais du coup, il y a un, je sais plus comment tu l'as dit, c'est aisé, oui, mais c'est plus le côté, pas dans le tradi. côté. plus le côté tradi militaire que le côté. Et comment tu trouves ta voix justement? Parce que tu vois, on remarque qu'ici, tout le monde, dès le plus jeune âge, se disait bon, moi, c'est ça que je veux devenir. Toi, est-ce que tu as eu ça ou ça s'est fait au fil du temps? Tu t'es Parce cherché que un peu. Je me dis que peut-être il y a des attentes de tes parents, tu vois, Exactement. avec Et ce j'allais côté rebondir là-dessus. traditionnel. Et là, Sur la fugue ou. un peu. Je pense qu'il y a un moment, il y a des points communs où à un moment tu t'écoutes plus, tu fais des choix illogiques aux yeux du monde et en fait tu t'écoutes. Didier, il a 19 ans, tu dis si je me trompe, il est au PSG. On lui pose un contrat sur la table, c'est son premier. Et le mec dit attends, je vais aller imprimer un truc, attends-moi là. Et le mec revient pas, il dit attends. Et à un moment c'est plus fort que lui, il dit je le sens pas, c'est pas pour moi, je pars. Je me suis Ouais. pas trompé. Ouais, c'est ça. Et il regrette l'Opel Tigra. Exactement, cette anecdote-là. Et tu vois, tu racontes au monde cette anecdote, le monde te dit
reste dans la salle, signe au PSG, prends ta voiture, prends ton contrat. Et en fait, aux yeux du monde, c'est illogique. À ses yeux, pour son cœur à lui, c'était ce qu'il fallait faire. La vie lui a donné raison. Un peu comme ton histoire de prendre l'Eurostar, aux yeux du monde, tu vas pas aller jouer aux jeux vidéo à 18 ans, frère, va faire des études. Ça a marché. Moi, il y avait un peu ce truc-là où j'avais eu un bac scientifique avec 2 ans d'avance, j'étais un bon élève, école d'ingénieur. Très bon élève. Et je commence à être journaliste à Canal+, plus jeune présentateur, on me propose un contrat. Journaliste sportif, du coup? Ouais, j'adorais le foot, moi je suis un bousier de foot. Et d'ailleurs, c'est quelque chose d'être assis à côté de vous, de Tony aussi. Pour moi, c'est vraiment beaucoup. Nous, apparemment, plus de la gueule. Hein. Non, frérot, je vous aime beaucoup. Il a raison. Je vous aime beaucoup. Fais semblant. T'as jamais eu de titre NBA ici? Pardon? Mais moi, j'ai joué à NBA Live. Il était sur la pochette, frère. Voilà. Donc, bon... Et Canal propose ce contrat. Et en fait, aux yeux du monde, il faut le prendre, ce contrat. Dans le journalisme, c'est assez rare les contrats. Clairement. Et je pars et je vais faire des blagues dans des bars et dans des restaurants devant des gens qui ne m'écoutent pas le soir. Et on est payé en liquide, on a un billet, ça s'appelle le chapeau. Pas un choix logique du tout. Pour moi, c'était ça que je voulais faire. J'avais un besoin d'expression. Mais là, j'aimerais... Voilà, c'est ça. Tu as un besoin d'expression. D'abord, tu commences en tant que journaliste. Mais tu sais que le journalisme, c'est quelque chose qui, finalement, n'est qu'un moyen pour accéder à quelque chose d'autre, ou tu as juste envie d'exprimer des choses de différentes manières. J'aurais adoré avoir ce plan déjà en tête, je ne l'avais pas du tout. Je savais qu'il fallait que je fuis l'ingénieur, les maths et la physique, 8 heures de maths et physique par jour, il fallait que je parte. Qu'est-ce que t'aimes dans la vie? Le foot, le sport, tu seras jamais joueur parce que t'es trop nul. Qu'est-ce que tu peux faire pour te rapprocher de ce monde-là? Ok, journaliste. Je commence juste comme ça, passionné de sport. Et puis après, journaliste, tu te rends compte que ton rôle à toi, c'est de raconter la vie de eux, de lui. Tu dis aujourd'hui, Tony a remporté tel titre, Aurélien a joué tel match, a été sélectionné équipe de France, Didier a machin. Et tu construis pas un truc à toi. C'est quand même un métier où tu dis tel chanteur a sorti tel album, tel politique a voté pour telle loi et tel joueur a gagné tel match. Et à un moment, j'avais besoin de créer moi, j'avais besoin de faire un truc moi, tu vois. Je me suis dit, sinon c'est du jetable en fait. Tous les jours, j'ai un journal, je vais à la télé, je fais mon journal, et puis je jette et le lendemain, je recommence. ta propre et moi, histoire. je construis pas. Ouais. Et c'est ça qui m'a fait à un moment me dire super de parler de la vie des autres, et ça me fascine. Moi, je lis des bios et tout, j'adore ça, la vie des mecs. Je connais vos vies par cœur. Mais j'ai besoin moi aussi de créer la mienne, tu vois. Et donc je pars, je quitte le journalisme. Mais justement, je rejoins la question d'Aurel. Ta famille, elle le prend comment? Bah en fait, quand je pars d'ingénieur pour devenir journaliste, un peu bizarre, parce que dans ma famille, c'est vrai qu'il y a des métiers assez traditionnels, il y a des médecins, des militaires, et un peu chelou c'est un saut dans le vide. Et comme ça a marché la première fois, quand je suis parti d'ingénieur à journaliste, ça a marché parce que je me suis retrouvé à la télé, tout ça. Mes parents étaient rassurés, donc quand j'ai dit je quitte le journalisme pour aller faire des blagues dans des bars, ils ont dit bah, on va lui faire confiance, et ils m'ont soutenu. Ok. Tu vois, je vais pas raconter une fausse histoire ils c'est pas étaient pas l'intérêt. pour, c'est faux. Ils m'ont soutenu, ils ont été là, ils ont kiffé, ils ont dit bah fais ce que tu as à faire, on te fait confiance, et voilà. Parce que j'aimerais te challenger sur quelque chose, et tu vois, je reviens sur ce que tout à l'heure Tony t'a dit, et sur peut-être la perception que les gens ont de toi ou avaient de toi. Parce que j'ai tendance à penser, tu me dis si c'est faux, que tu es français aux États-Unis ou étranger aux États-Unis, mais en France, on a l'impression que tu es étranger. Tu vois. C'est exactement ça. Et cette image ou cette perception que les gens ont de toi, le fait d'être aimé ou de ne pas aimer, d'être arrogant ou pas. Même Didier, toi, si on regarde, tu as joué 1 an à Marseille, je dirais que tu as joué 15 ans là-bas, tu vois. Et tu vois, toi, en tant que journaliste ou ex-journaliste, peu importe, et qui a été dans ce milieu-là, j'aimerais savoir un peu ce que tu penses de la perception, justement, des célébrités, tu vois, via le journalisme. Parce qu'au final, tu vois, des fois, ça peut être un peu... La narrative, elle peut être complètement changée, alors que c'est pas la réalité. La question, c'est pourquoi Tony, c'est pas une idole, c'est une idole en France, mais pourquoi il représente pas bleu, blanc, rouge, Marianne? Pourquoi? Le Parce drapeau. qu'au final, je me dis... Je pense que Tony, son parcours, si on parle de Tony, son parcours sportif, il est incontestable. Maintenant, son image, parfois, on a l'impression que les gens ont une perception biaisée et peut-être même pas négative, mais plein d'a priori. Moi, Après, aujourd'hui, peut-être non. est-ce que toi, tu perçois ça ou pas du tout, déjà? Bon, déjà, moi, quand je suis aux États-Unis, je suis clairement français. Ça, c'est sûr. Pour eux, je suis français. Et puis, je l'ai toujours bien revendiqué, quand même. Parce que quand on gagnait des titres NBA, je prenais toujours le drapeau français. Moi, très, très fier d'être français. Après, quand je rentre en France, c'est un peu différent. Ça arrive encore aujourd'hui qu'on me parle en anglais, alors que je suis en France.
Et il y a des gens, ils vont venir me parler anglais et je leur dis, mais tu sais, que What's je suis going on, français, toi? ouais, avec un gros accent français. Tu sais, je dis, mais je suis français, hein, tu peux me parler français. C'est drôle. Est-ce que c'est le décalage horaire? Est-ce que c'est les faits que, tu sais, nos matchs, c'est à 3 h du matin? Est-ce qu'il n'y a pas le même amour par rapport au basket, foot? Je parle à mon époque, hein, parce que maintenant, la NBA, je trouve que maintenant, en Europe, c'est bien monté. Mais moi, à mon époque, comme j'étais le pionnier, En partie j'étais grâce le à toi. premier. Ouais, J'étais le premier. Ma Et quand tu es le génération, premier, quand il faut pousser les barrières, c'est toujours un peu plus dur, on va dire. Ouais. Je prends pour tout le monde, exactement. Mais après, la nouvelle génération, ils me le redonnent bien parce qu'ils disent tout le temps que j'étais le premier, que c'est grâce à Tony, de ça. Mais après, pour le grand public, je sais pas. Moi, je ressens beaucoup d'amour, hein, franchement, hein, des gens, depuis que je suis rentré en France et depuis que j'habite en France, je ressens beaucoup d'amour. Après, les articles, les trucs comme ça, tu auras toujours des gens qui vont essayer de trouver la petite bête, mais ça fait partie du jeu. J'ai envie de dire, ça, c'est la rançon de la gloire. Donc moi, personnellement, ça m'affecte pas trop, ça, parce que ça vient avec le succès. Mais après, moi, mon entourage dans le monde du sport, tout ça, quand tu vois les JO et tout l'amour que j'ai reçu de Tony Estanguet, du président Macron, j'étais bien représenté. J'ai quand même couru avec la flamme olympique, quoi. C'est un truc de malade. Donc, c'est pour ça que moi, je dirais quand même que la France... Je vois là où tu veux aller. Et c'est intéressant parce qu'en fait, les gens qui représentent la France dans le monde, c'est Zinedine Zidane, Tony Parker, Teddy Riner. J'en oublie ou pas? Je pas envie de faire de bêtises. Kameto. Thierry Henry. Kameto. Non, mais vraiment, Et je vois là où il a représenté la France. Et je vois ce que tu veux dire. Et je pense que les JO, et tu fais bien de les citer, ont remis un peu les points sur les i et on s'est rappelé qui étaient les représentants de la France à l'étranger et qui étaient en fait nos ambassadeurs. Ambassadeurs, exactement. Et tu as une infime partie de la population, et qui est souvent très politisée, qui refuse ça. Mais 80% des Français, je pense, hein, Tony, il est là, Thierry Henry, il est là, Zizou, il est là, Teddy, il est là. Fin du game. Je pense qu'on a moins ce problème aujourd'hui que tu essaies de soulever, non? Ouais, mais je pense qu'on a le même problème. Et tu parles de Thierry Henry. Et justement, il y a un parallèle aussi à faire justement sur pendant... Encore une fois, je pense avant. Non, mais Titi, il a vécu ça et on en a beaucoup discuté, moi et Titi, parce que Titi, quand il y a eu ce qui s'est passé en 2010, c'était même pire que moi, bien sûr. Ouais. Et donc, tout le monde sait que je m'entends super bien avec Titi, c'est comme mon grand frère. Et c'est clair que c'était pas facile à une période. Hein. La France, j'ai l'impression qu'on le détestait alors que c'était un des plus grands sportifs de l'histoire de la France. Mais je trouve que, voilà, petit à petit, ça a réussi à changer, quoi. Il a pris ce rôle d'ambassadeur, on va dire, à la télé. Il est revenu très souvent pour parler du championnat français. Et puis après, il a eu cette magnifique médaille d'argent au JO. Ouais. Donc, je pense que maintenant, c'est revenu à la place qui devrait être, comme tu disais, Paul. Parce qu'au final, quand je repense à tout ça, je me dis que en tant qu'icône, comme vous êtes, vous avez la capacité justement de faire diffuser des messages. Et ça, c'est quelque chose que les gens doivent comprendre aussi. Ouais, je regarde ton cas, Didier. C'était quoi, Coupe du Monde 2006, quand vous vous qualifiez? Elle est folle, cette image. Ouais. C'est une image, tu vois, en préparant l'émission, parce que j'avais déjà vu la vidéo. Et en préparant l'émission, là, aujourd'hui, avec un peu plus de maturité, je me rends compte à quel point cette image, elle est folle. Alors, on peut rappeler, on mettra la vidéo. Tu racontes, ou peut-être tu racontes, mais... Ouais, c'est ça. C'est un appel à la paix. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le seul pays de l'Afrique qui a toutes ses richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez tous les armes. Parce que ça, c'est plus guerre civile football, en Côte d'Ivoire. C'est compliqué. Il faut dire, il y a des gens qui se tirent dessus la journée et ça meurt. En fait, ce qu'il faut comprendre, le pays qu'il faut savoir, c'est que j'ai rejoint l'équipe nationale en 2002. Le pays est divisé en deux. Il y a une tentative de coup d'État, un peu avortée, mais le pays est quand même divisé en deux. Et nous, on fait toute cette campagne de qualification avec nos dirigeants qui nous disent « Faites attention, les Ivoiriens ne se parlent plus, les familles, les voisins ne se parlent plus, c'est tendu. » Et je me souviens un jour, on va jouer en Côte d'Ivoire et tu as le président qui arrive, mais un système de sécurité de folie. C'est-à-dire que tu avais des paramilitaires qui étaient là. Et donc on est debout, on attend là pour les hymnes. Et en face de moi, tu as un mec avec des lunettes de soleil, un béret rouge, et il a son lance-roquette et il est comme ça. Waouh. Et la main, le doigt là qui est là, je me dis,
Ah, j'espère qu'il n'y aura pas, il y a pas un petit bruit là qui va éclater, puis il lâche le truc et je finis dans la lagune. Donc, t'imagines le contexte? Donc, nous, on voit ça, on se dit mince, mais on ne passe que 5 à 7 jours en Côte d'Ivoire. Donc, tu vois, on n'a pas le temps de vraiment prendre le pouls de ce qui se passe. Juste sur des événements comme ça, j'ai réussi à sentir quelques tensions. Et donc, tout le monde, tous nos dirigeants nous disaient « Ouais, les gars, qualifiez-vous pour le pays, jouez pour le pays, faites-le pour le pays, faites-le pour le pays. » Avant chaque match, on était là, allez, pensez au pays, pensez au pays. Et là, on arrive à se qualifier. Et donc, je me suis dit « Tiens, on l'a fait pour le pays. Maintenant, on va demander à ce pays, on est dans une position idéale, tu vois, pour pouvoir parler, pouvoir s'exprimer. Et ça vient de manière spontanée. » C'est toi tout seul dans ta tête? Oui, c'est l'amour du pays, en fait. Mais t'en parles avec personne? Non. Ah, ça se voit que c'est... Non, mais d'ailleurs, quand tu écoutes bien, je dis du nord au sud, du centre à l'ouest. Ouais, exactement. Tu vois, je me trompe, mais c'est spontané. Quand je vois la caméra rentrer dans le vestiaire, et d'habitude, quand la caméra rentre, tu fais un peu l'imbécile, et tu parles. Là, je me suis dit, non. Là, c'est le moment, on va saisir cette chance. Mais en fait, si tu veux, il y avait un peu de naïveté aussi. C'est le citoyen qui a parlé, c'est pas le joueur, c'est le citoyen ivoirien, où je me dis merde, en fait quoi, il y a la guerre, il y a des familles qui sont divisées, il y a des gens qui meurent, des gens qui ont perdu leur domicile, qui ont été obligés de fuir vers le sud, donc ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien. Et donc tu te mets à genoux? Donc je me mets à genoux, je fais un message, et ensuite je me mets à genoux et je demande aux dirigeants de s'asseoir à une table de négociation et d'arrêter la guerre. Et c'est fou parce que je fais ce message-là, mais vraiment comme un moment de vestiaire, tu vois, tu vis le moment et puis tu passes à autre chose. Mais tu ne penses pas à l'impact que ça va avoir? C'est relayé dans tous les journaux. Jamais. Et tous les jours, pendant 6 mois, ça passe au journal, au JT de 13h et de 20h. Ce message passe en boucle. Et moi, je suis en Angleterre, donc je ne vois pas tout ça, je ne mesure pas l'impact. Et quelques mois plus tard, je remporte le titre de meilleur joueur africain de l'année. C'est la première fois qu'un joueur ivoirien remporte ce truc. Je suis reçu au palais présidentiel et là, je demande au président, vraiment au culot, je me dis, là maintenant quand je regarde, en fait, il y a un truc qui n'allait pas. En fait, c'est comme si j'étais guidé par quelque chose, tu vois. Et je demande au président, je dis, président, moi j'aimerais présenter mon trophée au nord, parce qu'au nord, là, ce sont les Ivoiriens aussi. C'est la Côte d'Ivoire, en fait. Et comme on a reçu l'amour de tous les Ivoiriens, je pense que ce serait bien que je fasse ça. Il m'a rien comme ça fait. Il a accepté, mais je pense qu'au fond de lui, il a dû se dire T'es pas trop pour. Je sais pas s'il n'était pas trop pour, mais en tout cas, il a dû trouver ça culotté. Et il a mis l'avion à disposition, on est parti au nord, mais la folie, je n'ai jamais vécu ça. Et c'est Jonathan qui me disait tu aurais pu jouer pour l'équipe de France. Je pense que j'aurais jamais vécu ça. J'aurais vécu d'autres émotions qui auraient été, je pense, tout aussi fortes, comme tu as pu en vivre, ou comme même Zizou a pu en vivre, ou même Thierry. Mais sincèrement, Est-ce que c'est quoi la chute? Est-ce que la guerre s'arrête? Est-ce que tu as arrêté la guerre? il y a un cessez-le-feu qui est signé. Mais suite à tes déclarations? Suite à mes déclarations, suite calmé. aussi aux pressions, je pense, de tout le monde, et puis suite aussi à quelque part l'intelligence de ça a été une prise de conscience, ça a été un détonateur pour oui, pour parce aller que vers je me la suis paix. positionné comme un enfant du pays, un enfant ça. qui parle aux grands. Tu vois, tu dis aux grands, les gars, arrêtez, quoi. On a un beau pays, vraiment, on vous demande pardon. Et puis à l'époque, j'étais la personne que tout le monde voulait voir, voulait trucs. Donc je me suis dit, tiens, on va profiter de ça. C'est la première fois que j'ai pris conscience du pouvoir de l'athlète en tant que personnalité publique et de l'impact réel qu'on peut avoir sur la société. J'adore ce qu'il vient de dire, le pouvoir du sport en général. Je trouve que, et cette émission existe aussi pour ça, et bravo pour ce que vous faites les gars, je trouve que trop longtemps, notamment en France, le sportif c'était un gars qui court vite, qui saute haut, qui tire fort, et qui à la fin dit les 3 points c'est important, on a fait un bon match. Je pense qu'on ne mesure pas à quel point le foot et le sport, évidemment, peuvent
résoudre des conflits géopolitiques, peuvent rassembler des gens. Que tu l'as dit tout à l'heure, toi et moi, on vient pas du même monde. Aujourd'hui, on est assis en face juste parce qu'à la base, on aime tous les deux le football. Et il y en a un qui est plus fort que l'autre, mais tu vois, le Tu pouvoir... as joué défenseur central? Au Real, jamais. Le pouvoir de cet objet, je sais pas comment l'appeler, qui est le sport et le foot, il est monumental. Encore pendant les Jeux, on l'a vu. Il n'y a rien au monde qui est plus puissant que ce truc-là. C'est pour ça que c'est intimement pour convaincu. ça que le ça sport, rassemble. Ouais. ça doit rassembler. Mais c'est pour ça que le sport, c'est politique. Mais on peut c'est pas pour ça que pour moi, il y a un l'enlever de juste ça. milieu à trouver. Parce que des fois, on essaye trop de tout mélanger et mettre le sport dans De la politique. politiser, ouais. Oui. Et donc, c'est Ça, pour c'est de la qu'il faut récupération. trouver un juste milieu. Parce que moi, pour moi, le sport, c'est pour rassembler les gens et rendre les gens heureux, donner de la motivation, les inspirer pour qu'ils fassent quelque chose de leur vie. Et donc, quand ça vient au niveau politique, je suis d'accord avec ce que tu dis, Paul. Il faut juste faire attention parce que des fois, ils font des raccourcis. Oui, mais ça a toujours été comme ça. Oui, bien sûr. En fait, c'est à nous de nous rendre compte de l'utilisation qui peut être faite par les politiques. Ouais. Mais sans aller sur le terrain politique, moi j'adore juste qu'on s'arrête à le côté rassembleur, Ah oui, non, c'est Voilà. inclusif. n'a pas pris. Exactement. Super. Ça n'a pas pris. Exactement. Sur un terrain, il n'y a plus de blancs, de noirs, de riches, de pauvres, de mecs qui ont fait des études. Il y a des mecs en short qui font des bonnes passes ou pas. Oui, mais Fin de c'est l'histoire. normalement le but de la politique, c'est de rassembler. Justement, c'est en ça, je pense qu'on De base. on défausse un petit peu le terme. On revient vraiment au sens premier, au sens du citoyen. Et là, on parle du sport, mais justement, on va venir vers toi, Kameto, parce que, pour le coup, par exemple, on parle de politique, etc. Toi, tu as représenté la France dans la Pixel War. Ouais. On mettra quelques C'est quoi la vidéos. Pixel War Tu exactement? peux expliquer. Alors, Puis j'aime bien, il a dit à l'époque, genre il a, il a 50 ans, genre il a même pas de barbe blanche, il dit à l'époque. Ah, maintenant, ça va vite maintenant. Bah, à l'époque, il y a 2-3 ans, ouais, il y avait eu sur Reddit, c'est un forum connu mondialement, ils ont organisé ce qu'ils appellent la Pixel War. Donc, chaque utilisateur pouvait y aller et mettre un pixel toutes les 5 minutes. Toutes les 5 minutes, t'envoyais un pixel. On va faire un coin qu'accord, ça y est. En gros, je veux qu'on fasse un coin qu'accord et on va commencer par un coin, genre là, et on va prendre de plus en plus de place, si c'est possible. Et donc, c'est tombé dans les mains des streamers, donc de nous. Donc, aux États-Unis, il y avait plein de gros streamers. En Espagne, il y avait plein de gros streamers, etc. Et moi, on m'a envoyé ce lien. Du coup, j'étais en live. Donc, je vais dessus. Et le but, c'était d'emmener ta communauté et d'avoir un petit bout de carré. qui représente une image Exactement. ou quelque chose. Donc, il y avait les communautés de manga, il y avait les communautés de streamers. Et il y avait aussi des streamers qui avaient pour but de mettre le drapeau de leur pays, etc. Donc, moi, à la base, j'y suis allé pépère avec ma communauté. Je voulais mettre mon club e-sport dedans, genre mon petit logo, etc. Et on s'est un peu frité avec les Espagnols. Et dès que je On commençais à connaît mettre... ça, Tony. Hein. Ouais. Dès que je commençais à mettre mon petit logo, les Espagnols, ils remettaient des trucs dessus. Et donc, c'est parti un peu en embrouille. Et eux, ils étaient 5-6 streamers espagnols et tous plus gros que moi. D'accord. Et ils étaient tous regroupés, etc. Et donc, j'étais en mode, OK, bon, maintenant, vous voulez tester, on va ramener la France. Donc là, j'étais plus représentant de mon stream, etc. J'étais représentant de la France T'étais dans la Pixel War. général. Ouais. Et après, au fil des heures et des jours qui passent, ça a duré 3-4 jours, on a commencé à s'installer et on a capté qu'on était fort de fou en France et que la communauté était complètement barjo. C'est-à-dire que les Espagnols, ils allaient dormir au bout de 2 heures du mat, etc. Les Français, ils restaient jusqu'à 5 heures du mat. Ils me disaient, Kamel, t'inquiète pas, demain je taffe à 8 heures, il est 5 heures du mat, mais je suis là, je vais poser une maladie. Et du coup, on a commencé à s'installer. On a mis un méga drapeau de la France qui prend un quart de l'image. Et ça a attisé les flammes de toutes les nations. Il y avait les Espagnols, les Américains, les Italiens, les Allemands. Et c'était la guerre. Et C'était il y avait- littéralement une guerre de pixels. Voilà, il y avait le drapeau de la France. Il y avait Ouais. aussi, il y a eu d'autres personnalités françaises qui ont été. Ouais, exactement. En représentées fait, aussi. on a fait un méga drapeau de la France. Et dans le drapeau de la France, on a mis la tête de Zizou, on a mis des trucs de Thomas Pesquet. Il y avait plein de petits Pourquoi t'as pas clins mis d'œil. Tony? Je sais plus s'il y avait Tony. Il y a un monde où il y avait Tony. Parce que, comme je dis, c'était à l'époque, ça date. Et politiquement, après, t'as eu des messages de. Bah, il y a eu de la récup politique, tu vois. Il y a eu de la récup politique de certains partis qui ont tweeté, regardez,
c'est bien ce qu'il fait ce petit. De tous les partis, c'est parti un peu en vrille. Et moi, j'ai complètement ignoré. J'étais en mode, les gars, nous, on est en train de faire notre délire sur Twitch. Il y avait le chat, il y avait toutes les communautés des autres streamers qui s'étaient regroupés. Et on se faisait des calls de guerre avec les autres streamers des autres nations. Ça veut dire qu'ils venaient négocier. Ils disaient, OK, là, vous êtes trop puissants, laissez-nous juste ce petit carré. Négocier des territoires. C'est une stratégie, ça. Et il y avait des coups de traître, etc. Et il y avait de la stratégie. Mais tu te rends compte que c'est ce que Poutine et Trump ils font toute la journée. Ouais, mais lui, c'était avec des pixels, pas avec des humains. Donc, tranquille. Et ça a augmenté ta notoriété? Ah ouais, de malade. Pendant ces 4-5 jours, j'étais une star de malade en France. Sur Twitter, ça ne parlait que de ça. Les gens se réveillaient, ils allaient mettre leurs pixels. Et moi, j'avais établi des stratégies en mode, je voulais pas qu'on mette tous nos pixels en même temps. Parce que si tu mets tous tes pixels, derrière, ils remettent leurs pixels par-dessus. Du coup, ça s'efface. Donc, je leur disais, ceux qui sont nés de janvier à mars, vous mettez maintenant. Toutes les 5 minutes, il y avait un roulement. Et ça a battu tout le monde. Parce que les Espagnols, les Américains, ils leur disaient, vas-y, mettez tout maintenant. Et nous, on avait toujours du monde qui remettait des pixels. Bah, c'est compliqué à expliquer, mais Non, c'est très clair. C'était une certaine vraiment... forme de rivalité au final. C'était une rivalité de fou. C'était ton France-Espagne comme C'était le Tony a pu France-Espagne. connaître. De là-bas, c'est parti. Le France-Espagne, il est sur Internet. Il existait déjà parce qu'il y a toujours eu des petites frictions France-Espagne. On l'a vu aussi en foot Ouais, avec. au foot, les matchs, Mais sur Internet, à partir de la Pixel War, ça a pété. Il y a beaucoup de rivalité entre les streamers? Ouais, mais maintenant, ça va, c'est tranquille. C'est pas de la rivalité calme. méchante, ouais. Alors, peut-être entre les streamers, mais on peut étendre à la rivalité. Et justement, après, on va pouvoir tous en parler ensemble. Et c'est là où il y a encore plein de points à faire. Dans l'e-sport. Parce que toi, tu as une équipe e-sport. Ouais. Donc, la Carmine. Ouais. Tu as été précurseur déjà en France, en montant ton club. Mais aujourd'hui, il y a d'autres structures qui sont importantes en France, etc. Et là, il y a de la rivalité. Exactement. Mais parfois saine, parfois moins. Mais il y a de la Il y rivalité. a de la rivalité. C'est un Tu peu le gères comme dans le comment? foot, il y a des classicos. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien parce qu'à la base, comment ça a pris, comment ça a marché, c'est que moi, j'ai été, comme je l'ai dit, j'étais joueur semi-pro au début. Après, je suis parti vers le streaming divertissement. Donc là, je diffusais des jeux pour rigoler avec mes amis, etc. Ça a bien marché. Mais je voulais revenir vers la compétition. Donc je me suis dit, je vais créer mon club. J'étais devenu trop nul. De base, j'étais pas très fort. Mais parce que tu avais un rêve. Tout le monde est fort ici aussi, donc je regardais Je sais pas ça. pourquoi il te regarde quand il dit ça, tu vois. C'est personnel. C'est bizarre de dire le mot nul et de se tourner vers moi. C'est quand même très bizarre, non? Et en Mais tu gros, t'es tourné vers ça parce que tu avais un rêve. Ouais, j'avais mon rêve, c'était de gagner la Coupe du Monde sur LoL, ce qui n'est toujours pas fait et ce qui va prendre des C'est années. l'objectif? Ouais, mon objectif C'est final. parce que t'es trop nul. Ouais, exactement. Moi, je suis trop nul du coup. Mais je me suis dit, je vais recruter des gens forts. Et pourquoi ça a marché quand moi j'ai créé mon club? Il y avait déjà des clubs e-sport, etc. C'est parce que moi, je commente les matchs de mon équipe. Et donc, les gens, ils arrivent à créer un lien directement avec le club. Parce que dès qu'il va y avoir des actions, je vais crier, ah là là, on y va, on va prendre cette tourelle, on Tu va vis prendre vraiment le moment. je deviens fou dans les matchs. Et ça tue. C'est fini. Je deviens fou. C'est comme si Jean-Michel Larquet, il avait son propre club et il commentait. Tu vois, ça n'existe pas dans le foot. Les commentateurs, ils sont neutres ou bon, des fois, ils vont C'est marrant prendre un parce que peu du coup, je fais le lien avec la Kings League à laquelle vous participez tous les deux. Exactement. Et en fait, ils sont inspirés de cette idée peut-être. C'est Michou qui commente son équipe, c'est Inox qui commente son équipe, c'est Ouais, Squeezie je qui pense commente que son c'est équipe. ça. Du coup, tu vas sur live de Squeezie, Michou, Inox et Et tu tout le monde t'attaches comme alors que tu connais pas les joueurs. Bah, c'est le même c'est totalement le même écosystème. Hein. C'est à peu près la même chose, en effet. C'est à peu près Ok. la même Moi, j'ai une question. Tony, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? T'es au fait de tous ces trucs-là ou... J'attendais ça, j'aime bien ce Parce moment. qu'il y a une différence de génération là au Ouais, final. mais t'inquiète. Avec mon académie, on a Voilà. accueilli des joueurs de e-sport. En fait, et donc, t'es c'est vraiment- quelque chose, j'étais attiré. Parce que moi, quand j'étais plus jeune, j'ai grandi avec 2 petits frères. Et donc, on jouait souvent aux jeux vidéo. Ouais. C'est toujours la guerre dans les jeux de sport. Mais après, moi, je jouais pas trop en ligne. Moi, je jouais souvent avec mes frères. Avec on tes était frères, très, ouais. très compétitifs. Bah, question de avec la génération famille. aussi, hein, du coup. Ouais. Je peux me permettre Et je vais reformuler la question de Didier. Ouais. Ton fils demain il dit papa, je veux Je veux jouer au e-sport. je veux jouer toute la journée sur Je me mon suis ordi. bien éduqué, en fait, sur ça. Tu dis quoi? Et je me dis qu'il faut laisser les enfants faire leur passion. Et c'est vrai qu'au début, j'aurais été plus en mode jouer aux jeux vidéo toute la journée, alors que moi, je jouais toute la journée, mais après, le lendemain, j'allais toute la journée sur le playground. Donc, c'était un peu différent. Même en carrière. Là, tu mes jouais enfants... Pardon? Même en carrière, tu jouais? Non. Pas Jusqu'à 22 ans, je vais dire, je jouais mes 3-4 premières saisons NBA, et puis après, je jouais plus Après, trop. Après. Et Didier, Je jouais plus trop. ton fils, ta fille te dit demain papa, Il force, lui. Hein. je Non mais c'est Ça une vraie- m'intéresse, non, je mais te c'est jure une que c'est une vraie super question. parce que- Ça revient encore à ce qu'on disait au début. Lorsque tu as un rêve, lorsque Tony Ouais. a un rêve et que, en fait, lui, il veut réussir son rêve pour montrer à son père pour prouver à son père que oui, ils sont américains, mais la France est là.
Moi, quand mon père me dit non, c'est pas un métier, mais je vais lui montrer qu'en fait, on peut en faire un métier et surtout, on peut exceller dans ce métier. Peu importe le métier que tu choisis, en gros, c'est ça. Peu importe le métier que tu choisis de faire, sois parmi les meilleurs. Et je pense que la finalité, pour moi, c'est ça. Donc, peu importe le métier, si demain mon fils ou ma fille vient me dire que je vais être streamer, je vais dire, ah bon, tu es sûr? Je vais dire, attention, c'est pas facile. Faut pas penser que tu es juste assis C'est ça. et que tu regardes la télé et puis tu parles avec tes potes. Ah non, non, non. Aujourd'hui, quand je t'entends parler, je me dis, ah, écoute, Ah non, c'est un vrai métier. c'est un hein. métier. Ouais, c'est un Hier, métier. quand tu disais, t'es un coach, en fait, tu es un président. C'est comme si tu étais un président de Mais c'est club. quoi un C'est bon ça. streamer? Mais c'est quoi Ah, un parce bon que tu sais streamer? qu'ils ont des kinés, ils ont Des tout kinés maintenant. C'est des vraies équipes. Quand hein. tu m'as dit ça, je me dis, Ah ouais, ah non, ouais, c'est parce que sérieux. comme moi je l'ai reçu à l'académie, en fait, moi je le vois différemment maintenant, le Ouais, e-sport. ouais. C'est une vraie équipe. Tu as président, GM, tu as le coach, tu as les joueurs, ils se mais là, préparent, je ils se font masser, Ouais. ça, ils ont tous Et il les y a trucs. de l'argent qui derrière. commence à, Ah bah oui, à commence, sortir de pardon. Et ça fait Il longtemps, commence. hein, ça fait longtemps. Non, mais le mercato, il y a des mercatos. Tu Ouais. recrutes Ah des joueurs. ouais. Ouais. C'est quoi le. Et même le sais système pas de si c'est franchise, public. ça prend de la Bah valeur, oui. tout, il y a beaucoup Mais d'argent. en fait, on en revient un peu aux histoires de rivalité, parce qu'au final, les rivalités, c'est ça qui amène un peu d'engouement. tu Attends, vois, avant de parler de autour rivalité, tout ça. moi je voudrais savoir en termes de rivalité, vraiment, dans le stand-up, il y a des rivalités. Il n'y a pas vraiment des rivalités. Moi, je les sens pas pour l'instant. Et franchement, je te le dirais si c'était le cas. Pour l'instant, je les sens pas du tout. Je sens même un truc qui se rapproche un peu du sport et du vestiaire. Quand on est en comédie club derrière, tu sais, c'est pas des loges, c'était dans une arrière-salle. Et tu regardes à travers le rideau et on passe chacun notre tour. Il y a un truc de vestiaire où putain, vas-y toi mon ref, tu devrais faire ça un peu plus, vas-y chauffe-les, Un moi esprit d'équipe, j'y vais Dépend après. des vestiaires. Hein. Moi j'ai un peu... T'as quelque chose à nous dire ou... Non, non, Il parlait de vestiaire de bonnes équipes, de bonnes équipes. Non, ça Des dépend bonnes des équipes. vestiaires. Exprime-toi, tu voulais dire quelque chose? Non, 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 ce que je veux dire, c'est que tu vois, tu as des vestiaires où ça se passe comme ça, mais tu as aussi des vestiaires où en C'est vrai. gros c'est un sport collectif, mais Bah, individuel. Alors toi, tu peux pas trop parler. Toi, Didier, il y a eu des fois dans le vestiaire où il y avait des gens où c'était un peu chaud Ou même avec dans ta d'autres propre équipes, des équipe. rivalités. ou... Dans ma propre équipe, non, parce que je n'ai jamais perçu Et pourquoi Yaya Touré la concurrence. Pourquoi quoi? Yaya Touré. De... Je finissais sa question, est-ce que tu as déjà eu des rivalités et pourquoi avec Non, Yaya Touré, t'es fou, quoi. Non, mais il y avait deux boss. Son gars. En sélection, il y avait deux boss. Non, non, non. En fait, C'est un si tu veux, et un A. en fait, comment t'expliquer ça? C'est pas, pour moi, c'est pas un problème ça. Non, au Parce que contraire. tu as besoin de leadership dans une équipe. À toi tout seul, tu peux pas gérer un effectif Faut le de partager. 24 joueurs. Tu peux pas. Et tu as besoin de relais, tu as besoin de collègues. Je prends l'exemple de Chelsea, par exemple. Après, je vais revenir à la sélection. À Chelsea, tu avais Frank Lampard, John Terry, Peter Cech, Michael Ballack. En fait, tu n'as que des mecs qui sont capitaines, qui pouvaient être capitaines dans leur équipe nationale. Donc, c'est du lourd. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas te mettre en rivalité avec ces mecs-là? Moi, au contraire, moi, j'apprenais beaucoup de ces gens-là. J'apprenais beaucoup de ces gens et c'est ce qui m'a fait progresser à mon poste d'avant-centre. Parce que, je n'ai pas un parcours classique. Je n'ai pas fait de centre de formation. Donc, tout ce qui est les bases, contrôle orienté, les répétitions, toutes les semaines, je ne suis pas passé par ce circuit, moi. Je suis arrivé à 19 ans dans un club professionnel. J'apprenais à courir, à faire un footing. Mon premier footing, je finis en 28 minutes. Les autres ont repris le deuxième exercice. Pendant que moi, j'étais en train de galérer parce que je comprenais pas, je savais pas comment faire un footing. À part courir après le RERB ou je savais pas faire un footing vraiment normal. Donc, quand j'arrive dans des clubs comme Marseille, Chelsea, même en équipe nationale, pour moi, je me dis, mais quelle chance j'ai d'être à côté de ces mecs-là. Je jouais à la PlayStation avec Hernan Crespo et Shevchenko. Je donne le ballon à Sheva, il met une Patate. patate en pleine lucarne et tout. Tu dis, ouais. Et le lendemain, le mec est dans le vestiaire, il est à côté de toi. Il joue avec toi. Donc tu apprends au quotidien. Mais qu'est-ce que je fais? Moi, je m'assois. Moi, j'ai l'impression que toute ta carrière, ça a été ça, en fait. Oui, je toute m'assois. ta carrière, et je voilà. regarde. Je regarde, j'apprends. Et comme je suis plus jeune, mais j'ai plus d'énergie. Donc quand ils finissent, moi, je reste. Puis j'essaie de répéter. Et puis la répétition, on dit que la répétition est pédagogique, mais surtout, elle crée quelque chose en toi. Ça devient de l'instinct. C'est-à-dire que le ballon arrive, tu n'as même plus besoin de réfléchir. Tu sais qu'il faut le reprendre de telle manière pour qu'il reparte dans tel sens pour atteindre. Tu vois? Mais ça, c'est une... Pardon, mais c'est une grande... Tous les joueurs n'ont pas cette intelligence déjà sociale,
parce que tu sais t'effacer au début pour ensuite reprendre. Capacité de travail, tu dis t'arrives, tu sais pas courir, tout le monde sait courir, à la fin t'étais un des mecs les plus physiques. C'est quand même beaucoup de travail et d'intelligence dans ce que tu dis là. Oui, mais tu vois, on en revient à la concurrence. En fait, j'ai eu un coach qui te fait comprendre que si tu n'es pas intelligent, mon gars, tu vas rester assis, tu vas jamais jouer. José Mourinho. Greg Popovich. C'est exactement le. Tu vois, Réponds, le Parce que ça te parle du coup. Ouais, pareil. les mecs, ils... Et même, moi, je le retrouve aussi dans ce que tu dis, Didier. Dis-moi si je me trompe. Tu arrives à San Antonio, dans le vestiaire. Tim Duncan. Ah bah tu te fais petit, hein, comme, Bah oui. comme il a dit. Bah oui. C'est Moi vrai j'ai fait exactement pareil. C'est vrai que limite- Tim limite- Duncan, il ne te calcule pas Limite, pendant. je monte dans le bus. Ouais. La première fois, je rencontre mes coéquipiers. Les gars me serrent la main. Il y en a un qui me serre la main comme ça. Oh, horrible. Mais moi, ça m'est arrivé quand je suis arrivé à Madrid. Ah, Mais non. Je te jure. ah, Mais il y a un non. mec qui me serre la Je main dirais comme ça. pas le gars et tout, mais ouais. Tu le sens direct, c'est pour ça que je Oh, te dis quand t'arrives il est dans encore un là vestiaire. Waouh, donc Quand je t'arrives dans un. Mais je te dis quand t'arrives. T'as pas Non, besoin quand de dire t'arrives non, dans un mais- vestiaire, tu sens, tu vois, même quand t'arrives à San Antonio, tu viens de France, personne te connaît en vrai. c'est Mais je crois que c'est encore pire quand tu C'est arrives. encore pire parce que t'arrives Ah de. Ah, T'avais c'est t'avais pire quand que même moi, fait parce que certaines choses, Toi, tu vois. t'es de l'autre côté de l'Atlantique encore. C'est-à-dire que les Toi t'avais déjà fait des choses. Moi j'avais rien fait. Moi, j'avais J'avais joué. fait une année à Paris et voilà. Et puis les Attends. Américains à l'époque ils s'en foutaient de ce que tu faisais en J'ai Europe. fait des choses. J'ai fait. T'avais fait fait quand même Marseille. une grosse saison à Marseille. Ouais, quand même. Marseille. C'est ma deuxième Non, saison. quand Attends, même. non, attends. C'est ma deuxième saison en Ligue 1. Oui, mais ça, oui, ça mais là où il a efface raison, quelque chose. Anglais, Ça efface les tout. Anglais. Pourquoi les Anglais me connaissent un peu? Parce que j'ai joué en Newcastle, Coupe t'as d'Europe marqué. contre Newcastle Coupe d'Europe. et Liverpool. Mais t'as fait quelque chose. Oui. Là, c'est comme si littéralement Tony a tu raison. sors du C'est vrai. centre de formation, C'est vrai. tu sors Voilà. du centre de formation. Et il arrive au Non, Spurs. puis Mais les c'est un Américains, autre en termes de niveau, basket, c'est un autre il l'a dit tout à l'heure, il n'y a rien d'autre qui Il y a existe rien, à il y a part rien, eux-mêmes. il y a rien. Et encore plus les Français à l'époque. Et surtout le poste de jeu que je jouais. Bah oui, mais non. Ouais. Parce que comme je suis meneur, t'es censé dire aux gars où il Bah faut oui. qu'ils aillent. Donc Et t'as moi j'étais galéré en avec ça un mode peu s'il te plaît, tu peux juste aller là. Please, tu vois, juste- Parce que par exemple, Quand t'es meneur de jeu, c'est toi qui décides, c'est toi qui dis les systèmes. sûr. Donc, tu donnais les systèmes dès le début, ça veut dire que dès le début, t'as eu cette responsabilité-là. mhm. Ouais, à l'époque, Et t'as pas de il m'a problème avec lancé ça direct. Et de toute façon, Duncan, il n'avait même pas besoin de me parler. C'est Superman, là, quand il fait les lasers, là, les yeux. J'ai l'impression que je sentais le laser des fois. S'il y avait 2-3 actions qui se passaient et que j'avais pas annoncé un système pour lui, regardez comme ça, je fais, bon, faut que j'annonce un système pour lui, là, parce que sinon, je vais pas faire long feu, moi. Eh, mais c'est incroyable. Et du coup, quand tu y repenses, parce qu'au final, c'est la même chose. Quand tu arrives, tu as deux mindsets. Soit tu es un peu timoré, tu hésites, ou alors tu te dis, comme Didier, au bout d'un moment, il a fait, bon, à partir du moment. Bah, en fait, là, j'ai fait comme à ce Didier, moment-là, c'est-à-dire que la plupart du temps, je leur passais la balle, mais des fois, je prenais la balle, j'allais coast to coast, parce que j'étais tellement plus rapide que tout le monde, que je leur montrais que je pouvais le faire. Et petit à petit, ils ont dit, en fait, il est pas mal le petit, on peut Voilà. peut-être annoncer plus de systèmes pour lui et tout ça. Et j'ai fait comme Didier. Mais à aucun moment dans ta tête, tu arrives aux Spurs, dans le vestiaire, c'est compliqué. Ouais. Il n'y a pas un moment où tu flanches? Non. Que des fois en privé, quand tu rentres chez toi, des fois tu as les larmes aux yeux, des fois c'est dur parce que j'avais que 19 ans, hein, donc j'étais jeune. Hein. Et quand tu dis, putain, mon coéquipier il me parle même pas, et il me calcule même pas, c'est la star de l'équipe, et moi je suis meneur de jeu, c'est chaud. Donc, mais après, chaque fois le lendemain, quand je repartais à l'entraînement, je lui disais, ils vont pas me casser mentalement. Parce que s'il y a un truc que je veux leur montrer, c'est qu'on peut jouer au basket, il faut gagner le respect de tes coéquipiers. c'est ça. En fait, Et donc je faisais, parce que quand t'es rookie, en plus quand t'arrives en NBA, il y a certains joueurs qui disent qu'il faut aller chercher les donuts, il faut aller chercher il faut aller chercher ici. Et moi je faisais tout. Moi je ravalais ma fierté, je faisais tout. Ouais. Et après quand il y avait les matchs, bah, j'étais prêt. Et dès que j'avais des systèmes, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, mettre le shoot au bon moment, tu vois, tout le temps, faut être au bon endroit, au bon moment, travailler dur et être prêt quand ils vont appeler ton numéro. Moi, je me rappelle d'un match, j'étais à 0 points. Tout le match, il avait presque rien annoncé comme système pour moi. Duncan, il était à 40 points, on joue Seattle. Il reste 7 secondes et il annonce un système où, pour Duncan, il dit ils vont faire prise à 2 et ils vont la passer à toi. Et tu seras tout seul, Moment. faut que tu tires. Et moi, j'ai pas eu de système, pas de tir du match. Je dis putain, et là, il annonce un tir pour moi pour gagner le match. Et bah là, il faut le mettre le tir. Et là, Duncan, il fait le système, prise à 2 sur lui, je suis tout seul et je mets le tir. J'ai mis que 2 points ce jour-là. Le lendemain, j'étais la star dans les journaux, alors que j'ai mis que 2 points. Mais ça fait relativiser en Mais fait. c'était le tir de la gagne. Bah ouais. Et Mais c'est voilà. comment Faut être prêt. C'est ta première année, il faut être prêt. J'adore ce truc de, tu vois, de rentrer dans le moule, de faire petit, mais quand même de temps en temps dépasser la limite, ce qu'ils ont dit. Et Je de trouve ça toute très façon, t'es important. obligé de prendre le jeu. Parce à qu'il ton faut que, compte. faut que tu montres que tu es tough mentalement. C'est l'audace. Tu vois, par exemple, moi, je me rappelle, à chaque fois, moi, mon jeu, c'était souvent agresser les grands, pénétrer. Et il y avait Kelvin Willis, qui était un gars super
super Ah costaud. Rude. À un moment donné, je pénètre, il me défonce, hein, mais volontairement. Hein. Et je tombe, moi je me relève et je le repousse comme ça. Tu sais, pour me montrer, je vais revenir hein, dans la raquette, hein, j'ai pas peur, tu vois. Et là, il y a un peu une petite bagarre qui commence, tout ça. Et après, on se remet sur le côté, l'entraînement, il continue. Et Pop, il vient me voir comme ça, il fait « I love it ». Et puis après, on continue l'entraînement. C'est quel joueur contre qui tu as joué en match qui t'a montré lors de ta saison rookie que, OK, il va y avoir du boulot? Moi, Stephen Marbury, tous les jours. Moi, c'était Stephen Marbury. Ah ouais? Ah ouais, Stephen Marbury. Lui, quand je suis arrivé en NBA, pourtant il y avait Gary Payton, il y avait Jason Kidd, mais à chaque fois je jouais bien contre eux. Mais Stephen Marbury, qui était à Phoenix à l'époque, en 2003, donc c'est ma deuxième année en NBA, premier match des playoffs, il m'en met 38 et il met un tir à deux buzzer avec la planche. Et là, je me suis dit, là, il y a du taf, lui, c'est pas possible. Et franchement, mentalement, en plus, je me faisais défoncer dans les journaux. Tout le monde pensait que c'était ça la clé de cette série, quoi, qu'il fallait que je joue bien contre lui pour qu'on passe Phoenix. Et c'est là où je me suis dit, il faut vraiment que je progresse, mon tir extérieur, la muscu, faire tous les trucs, parce que je voulais pas être juste un meneur, voilà, je suis titulaire et tu te reposes sur tes lauriers. Quoi. Et Je toi, pense que c'est important de tout le temps de se remettre en cause. Ouais, bien C'est sûr, comme en gagner. 2005. En 2005, on gagne quand mon tu deuxième titre en 4 ans. Surtout quand tu gagnes. Et là, je me dis, j'étais pas encore All-Star. Et j'avais lu un article de Tiger Woods. Il venait de faire le Tiger Slam. Donc, il avait gagné les 4 grands chelems de golf. Et il dit, je vais changer mon swing. Ah oui. Il faut que je devienne encore Ouais. plus régulier. Nanana. Et je comprenais pas. Je dis, le gars, c'est le meilleur au monde. Il fait un Tiger Slam. Il a les 4 grands chelems. Au golf, je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais au golf, pour maîtriser ce sport, c'est très, très difficile. Et donc, je me suis dit, si Tiger il est capable de changer son De swing, sortir de sa zone de confort. et bah moi, je vais changer mon tir extérieur, refaire mon tir extérieur pour que je sois plus régulier pour être All-Star. Et donc en avril, je commence un travail de fou avec un shooting coach. Et tout l'été, pendant un mois, je shootais qu'à une main. On a tout refait. Et au début de la saison, c'était un peu difficile. Mais après, petit à petit, j'ai progressé. Et ma première année avec lui, avec le shooting coach, c'est cette année que je deviens All-Star pour la première année. Et tu vois, ça m'a parlé ce truc de rentrer dans le moule et de temps en temps montrer j'existe et je suis chaud. Ouais. Parce que je vais tenter une comparaison très tirée par les cheveux, mais je suis aussi sniper dans une émission, je suis dans le public et de temps en temps je fais des vannes. Et il y a un moule dans lequel il faut rentrer, il y a en gros les adultes, ils parlent de sujets importants et toi tu es le petit, donc tu dois pas trop déranger, sans déranger. On te dit un mode opératoire, tu prends pas la parole à tel moment, tu laisses finir, tu machin. Et en fait je pense que dans une émission il faut faire ça 80% du temps, mais il faut dépasser la limite les 20% du temps sur 2 vannes juste où tu les choques. Soit il y a une vulgarité à un moment qui n'est pas prévu, soit tu prends la parole alors que tu n'as pas le droit de le faire, soit tu... Il faut les 2 moments où tu sors de cette zone de confort qu'on t'a donnée et ce cadre qu'on t'a donné. Et c'est là, je pense, où c'est les 2 que les gens vont retenir. Et comment tu fais pour jauger, justement? Et ben, je Et pas pense aller que trop loin. je me reconnais Feeling, hein. Feeling. dans ce truc d'intelligence sociale, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler. Moi, je le vois dans ma tête comme un curseur. Je vais en faire 5-6 où les gens devant leur télé vont dire c'est un peu tiède, c'est fait exprès. Et des fois, Je choque pas mon producteur, je choque pas mon animatrice, je prends pas la lumière à moi, je les laisse vivre. Mais 1 à 2 fois, je vais y aller plus fort parce que je sais que c'est ces moments-là qui vont marcher. Il va toujours donner le ballon à Tim, sauf qu'une fois il va y aller seul et il va mettre ce panier où tout le monde va dire il s'est passé quoi là? Il va falloir compter avec lui en fait. Et c'est marrant, Exactement quand tu as raconté ça, j'ai fait ce parallèle-là. Et c'est un petit truc d'audace ou je sais pas comment toi tu le définis. Et ça, c'est J'aime bien comment tu as résumé intelligence sociale. Tu sais, Ouais, savoir c'est ça. dans le groupe avec qui tu es, comprendre ton groupe, comprendre avec qui tu joues. Surtout en tant que meneur, il faut mettre tout le monde en valeur, savoir quand ils sont chauds, quand ils sont pas chauds et choisir le bon moment où toi, tu peux t'exprimer tout seul. Et toi, Kamel, tu as dû parfois casser des cadres qu'on te mettait, notamment soit dans le stream, soit dans l'e-sport, où tu pensais que voilà, le cadre il était comme ça, toi en fait, c'était compliqué. Moi, je vais plus rester parler de l'e-sport parce que le stream, de toute façon, c'est libre, tu fais ce que tu veux et maintenant, c'est à la surenchère. Donc, les petits de maintenant, quand tu regardes iShowSpeed, etc., ils font des trucs de fou. Et justement, c'est ça qui marche, c'est ça le métier de streamer actuellement. Mais dans l'e-sport, nous, par exemple, quand moi j'ai créé mon club, la première année, personne. Tu sais, ils font des tier lists avant les saisons, comme dans tous les sports. Et on était 7, 8e, etc. Et moi, j'arrive, premier match qu'on commente, j'ai vu l'équipe à l'entraînement, vu que je connais bien le jeu. Je savais qu'il y avait quelque chose qui se créait. Et j'ai commencé à insulter toute la ligue. J'ai dit, vous connaissez rien, vous allez voir, on va gagner. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et première saison, on fait champion français et champion européen. Il y a une mini-ligue des champions avant d'atteindre la franchise.
Et à ce moment-là, les gens dans l'e-sport, ils étaient choqués. Parce que niveau audience, ça avait fait un chiffre jamais atteint. Ça avait fait les mêmes audiences que la Coupe du Monde, alors que c'était le championnat français. Et en même temps, il y avait une ferveur de malade. Et l'e-sport, bah, c'est un truc de geek à la base. Donc c'est très online, doucement. Il n'y a pas la même ferveur qu'au foot. Et moi, j'ai grandi avec le foot. Donc c'est ça que je voulais apporter. Et je pense qu'à ce moment-là, ça a un peu chamboulé le tout. Donc au début, j'étais mal vu et bien vu par ma communauté, mais mal vu par le reste de la communauté e-sport. Mais au final, tu as porté le truc vers le haut. Parce que. Maintenant, c'est devenu normal. Voilà, tu vois, les arènes remplies, les ultras, tu vois, ce côté IRL qui rejoint le. Je me rends pas compte, tu peux dire, c'est quoi? Tu joues dans des stades? En gros, ouais, maintenant, ouais. Parce qu'au J'ai début, envie de visualiser ce que c'est. T'es jamais allé voir J'ai vu des images où il y a 2 mecs au milieu d'une pelouse devant un truc et il y a des stades remplis en Australie. sérieux, hein. J'ai vu. Ah ouais, c'est sérieux de fou. L'ambiance, elle est incroyable. Toi, tu vis ça? Ouais, moi, je vis ça. Putain, maintenant, c'est- on a un stade, on est locataire d'un stade, la K-Corp, la Carmine Corp. Combien de places? Ça, c'est 3000 places. Mais tous les ans, on fait un événement spécial K-Corp qui s'appelle le KCX. Et là, c'est 30 000 personnes qui viennent regarder. Ah ouais. Alors, question. Tu vas acheter un stade? Tu vas construire un stade? Pour l'instant, on est encore au début. Pour l'instant, Non, on est la seule équipe à avoir un stade. Attends, Kamel. tu avais un stade? Kamel, Ouais, on est locataire d'un stade. ouais. Il est locataire. Mais Kamel, ton objectif, c'est ça. Bah, mon objectif, c'est qu'il y ait des matchs domicile, extérieur. Voilà. Parce que si tu ne sais pas, Didier, il y a des Je savais pas que ultras. c'était aussi sérieux. Je savais que c'était sérieux, mais autant avec des stades et Moi, tout. je suis comme toi. Le mois dernier, Discussion d'hier, Non, j'apprends. je cogite et je me dis, mais en fait, il y a un million de choses à le faire. mois dernier, bien on sûr. était qualifiés en Corée du Sud parce qu'on a gagné le championnat européen. Et donc, il y avait un tournoi international. Et il y a 150 personnes qui ont fait le déplacement jusqu'en Corée du Sud pour aller regarder notre équipe jouer au match. Et par exemple, là, dès qu'on a des tournois en Europe, c'est des 2000, 3000 personnes qui vont bouger et aller chanter. Des cars affrétés. C'est en vrai. Respect, regarde- respect. Non, mais c'est très intéressant. C'est pour ça que vraiment, il y a beaucoup de choses qui se rejoignent. Il y a beaucoup de ponts. Parce que tout à l'heure, tu posais la question à Tony ou à Didier, ouais, si vos enfants, ils voudraient faire ça, etc. En fait, c'est générationnel. Nous, on est d'une génération où on a connu le jeu vidéo comme loisir qui prenait quand même beaucoup de temps. Moi, je suis un joueur depuis toujours qui prend beaucoup de temps dans la journée, mais il n'y avait pas de vocation professionnelle derrière. C'était vraiment du loisir pur. Ouais. Des compétitions se sont installées. Il y a eu ce qu'on appelle des cash prizes d'abord, des prix monétaires avec de l'argent à gagner. Mais après, c'est tentaculaire, c'est des structures. Ça s'est professionnalisé. Il y a un cadre légal. qui a été- Exactement. ouais. C'est pour ça que le terme e-sport, il a émergé, parce qu'il y a une vraie comparaison avec le sport aussi dans ce cadre-là. Donc, autant le jeu vidéo, il a été décrié et décrédibilisé à tort pendant des années, dans les années 80, 90 et même 2000, mais aujourd'hui, il faut prendre conscience que le jeu vidéo, c'est une part importante de notre culture et de notre économie. On parlait de PES tout à l'heure, PES 4, PES 5, premier bien culturel français vendu. C'est-à-dire que c'est... Ouais, tout le monde connaît cette pochette. Voilà, mais c'est-à-dire que c'est Bah, il y a devant Didier n'importe sur quel... PS6. Bah oui, PES 5 et PS6, PES 6. c'est Didier. Avec le Avec, défrisage. Et avec Thierry. Avec Titi. Mais quand je dis premier bien culturel vendu, ça veut dire que c'est devant n'importe quel CD, devant n'importe quel film, c'est un jeu vidéo. Ouais. Donc, ça y est, le shift s'est effectué. Il faut vraiment, je pense... Toi, tu as encore, parfois, tu as l'impression que c'est mal considéré ou qu'il y a toujours des a priori ou... Bah, je pense qu'il y a toujours des a priori. Par exemple, quand on a des articles sur l'équipe, il y a toujours des messages. Pourquoi vous regardez des gens jouer à l'ordinateur, etc. Attends, il y a un service e-sport à l'équipe, je crois. Ouais, justement. Par exemple, là, il y a des articles sur notre équipe. On a fait monter un jeune crack français, Caliste, cette année, et il a fait la une de l'équipe. Donc, c'était un truc La de une fou. de l'équipe. Il a fait la une de l'équipe. Waouh. C'est genre T'as fait la une de l'équipe, toi? Oui. Vas-y. Ah, ça va. Vas-y, demande-moi. T'as fait la une de l'équipe? Non. Oui. Non, mais dis oui. Jamais, frère. Et ouais, du coup, il y a toujours ce genre de petits messages, mais c'est parce que moi, je leur en veux pas aux gens, parce que les gens, ils savent pas. Mais par exemple, là, notre équipe en LEC, League of Legends, elle est à Berlin. Tous les week-ends, ils jouent à Berlin, 1 ou 2 matchs. Ils s'entraînent 4 fois par semaine. Ils ont un coach, head coach, Mourinho, qui tu veux, genre coach principal, 2 assistants coach, un analyste, un perf coach qui va s'occuper du mental. C'est une équipe de sport. Mais bien sûr. Didier, quand on a une carrière comme la tienne,
et qu'au fil des saisons, on arrive à gagner des choses, gagner des titres et à s'établir de plus en plus comme l'un ou le meilleur attaquant. Comment on fait pour se renouveler? Comme par exemple, Tony parlait du shoot. Toi, chaque saison, tu avais une remise en question? Je réagissais quand Tony parlait parce que, effectivement, ce changement de swing de Tiger Woods, moi, ça m'a parlé aussi. J'ai eu un coach que tout le monde ne voyait pas forcément peut-être comme un coach, mais qui m'a Avram Grant. Ok. À Chelsea. À Chelsea. Il est arrivé un peu plus tard, mais déjà, quelques années avant ça, j'essayais de comprendre aussi pourquoi le mec domine tout. Et en fait, il veut tout changer. Et je me suis dit, mais c'est bizarre parce que c'est un sport individuel. Alors moi, je gagnerais beaucoup à faire ça, mais lui, pourquoi lui le fait? Et jusqu'à aujourd'hui, enfin, j'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer, mais le jour où je le rencontre, je lui pose la question, tu vois. Mais ça m'a servi parce que quand j'étais à Marseille, le joueur que j'étais à Marseille était complètement différent du joueur que je suis devenu à Chelsea. C'est-à-dire que mon jeu j'étais toujours à la limite du hors-jeu, prêt à appeler en profondeur et attaquer l'espace. Et j'arrive à Chelsea, et là, le coach me demande, en fait, il veut gagner un titre de manière instantanée. Donc, je ne suis plus le mec qui va dans l'espace, mais je deviens, si tu veux, comme un point d'ancrage. Le point d'appui, le pivot. Un point d'appui. Donc, Lampard, Robben, tout ça, Lampard me met le ballon, hop, je remise, je décroche, je remise, et ça plonge dans mon dos. Okay. Donc, au moment où je me retourne, l'action est terminée, je dis, ah ouais, bravo. Et tu t'es senti moins protagoniste? Je suis plus finisseur. Tu t'es senti moins protagoniste? En fait, comme étant un avant-centre, mon objectif, c'est de marquer et de faire marquer. À partir du moment où je ne marque pas et que je suis jugé sur le nombre de buts que je vais mettre à la fin d'année, en fin de saison, je me suis dit, mince, en fait, non. Parce que j'avais été meilleur passeur ma deuxième saison, je suis meilleur passeur à Chelsea. Mais parce que tu joues tout seul, là. Passeur de l'équipe, même. Ouais, tu joues tout seul en pivot. Il n'y a personne qui... C'est pour ça aussi le problème à cette époque-là. Voilà. Et je vais voir le coach, je dis, coach, franchement, bravo, j'ai remporté ces 2 titres et tout, mais je me suis ennuyé. Et franchement, Ah, t'es allé le voir, tu lui as dit ça? Ah oui, je dis, franchement, c'est pas mon jeu. Mais et donc, vous avez gagné? ça ne suffisait pas de juste vous gagner? Non. Non, parce que c'est ça, honnête de dire. C'est quoi le mieux? C'est de gagner en étant bon? C'est de gagner en étant moins bon? Ou de perdre en étant très bon? Mais il n'est pas moins bon. Moi, je me rappelle... Enfin, quand je dis moins bon, c'est... Mais en termes de protagonisme. De stats. Non, tu vois, en termes de stats. Voilà, en fait, il marque plus. Voilà. Au jeu. But. Ouais. Parce que quand plus tu vas... Tu le sais, tu es à Madrid maintenant, mais Chelsea, à l'époque, tout le monde a les yeux sur vous. Tu fais pas une bonne saison. Une bonne saison, c'est quoi? C'est minimum 20-25 buts. Moi, j'en ai mis 15 ma première année. Donc, à la fin de saison, tout le monde dit, le Drogba qui a coûté, je ne sais plus combien de millions d'euros, 40 millions d'euros. C'est la première fois qu'un club comme Chelsea investit autant d'argent. Et Lampard finit meilleur buteur devant lui. Ça, c'est hyper injuste, je trouve. Parce que les gars n'ont pas le recul nécessaire pour analyser, c'est pas ce qu'on lui a demandé de faire. Mais c'est pour ça que moi, je demandais à Didier, ça, c'est un accord que tu dois avoir avec le coach. Et que le coach, après, parle avec le propriétaire. Parce que si ils ont dépensé 40 millions d'euros, si le coach, il veut que c'est ça que... Ça va être ton rôle. Tu es le point d'ancrage, tu es physique, personne ne t'a arrêté, tu fais les deux, passer, marquer. Si tout le monde est en phase dans le club et qu'en plus, toi, tu es payé comme tu voulais pour faire ça, enfin, moi, perso, j'aurais pas de problème. Tant qu'on gagne, après, je m'en fous s'ils disent 15 buts. Pour de vrai, moi, je dirais, on a gagné le titre, coach, il veut ça, et je suis payé le salaire que je veux pour faire ça. Oui, donc, mais en fait... Ça marche 1 an, mais après... Même il y a le bruit autour. Tu le fais 1 an. Ouais. C'est ça. Tu le fais 2 ans. Oui, mais tu gagnes à chaque fois. Et puis d'un seul coup, tu te retrouves à jouer des longs ballons, et puis tu te retrouves dans des batailles avec les mecs. C'était pas mon jeu. Et le jour où tu gagnes plus, on va te dire, ouais, mais... Oui, ils vont dire, ouais, mais il fait pas l'affaire. Mais c'est pas mon... Un mec comme Jordan... Ouais, je comprends, hein, franchement, je comprends. J'ai dû m'adapter. J'ai dû faire quelque chose que je faisais pas. Genre, faire du gainage, toutes ces choses-là, tu vois, me renforcer un petit peu parce que... Mais moi, j'admire que tu as fait ça parce que les gens ils me demandent souvent pourquoi les Spurs, vous avez duré aussi longtemps. On a le record de nombre de victoires sur 20 saisons. La remise en question. Et moi, je dis toujours, parce que ce soit moi ou Duncan ou Ginobili, on n'a jamais laissé notre ego être au-dessus de ce que l'équipe voulait et ce que le coach voulait.
D'accord. Ouais. Parce que moi et Manu, on a pris moins d'argent, tu sais, pour rester à San Antonio. On aurait pu partir au Knicks. Ouais. Et nous, on voulait rester à San Antonio parce qu'on gagnait. Et c'est pour ça que j'admire ce que tu as fait, tu vois, les 2 premières saisons, parce que c'est ça, là, pour moi, la clé des équipes. Si tu veux gagner, tu auras des joueurs qui sont obligés de faire des sacrifices. Ah, bien sûr, j'aurais pu marquer 30 points par match si tous les systèmes ils étaient pour moi. Et ben, je pouvais pas, parce que des fois, déjà, Duncan, c'était la star, et après, il y avait moi et Manu. Et nous, on avait beaucoup moins de systèmes que Duncan. Ouais, mais tu sais ce qui est triste. Mais à la fin, moi, ce que je me disais, c'est qu'on gagne des titres. Ouais. Et quand je regarde ma carrière, je suis Hall of Fame parce qu'on a gagné ces titres et de ça. J'aurais joué dans un autre club et je mets 30 points par match, mais on ne gagne pas de titre. Pas de titre. Je pense pas que je suis Hall of Fame. Ouais. Donc après, ça dépend ce que tu veux faire Un avec mec ta comme carrière. Jordan, tu vois. il n'aurait pas accepté de faire ça, ce que tu as fait. Un mec Oui, comme mais Ronaldo, je suis il n'aurait d'accord pas avec toi. accepté. Mais je suis d'accord avec toi parce que je pense qu'il y a des joueurs, pour eux, c'est plus important d'abord eux, ce qu'ils veulent, et marquer les buts, et nanana, et blablabla. Et ça, je peux comprendre. Je dis juste que moi, je respecte les Dwayne Wade, les, moi aussi. les joueurs qui ont compris le second rôle, on va dire, pour le bien de l'équipe. Non, moi, j'ai. Et je dis pas que c'est dur. Hein. Moi, des fois, je rentrais chez moi et je me dis, putain, il m'a mis dans le coin tout le match. Et j'ai un faux joueur devant moi qui défend et j'ai eu aucun système. À aucun moment, bien tu t'es sûr, plaint ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Et justement, ça va permettre de faire le pont parce qu'on en parlait tout à l'heure. Popovic et Mourinho. Popovic, quand tu dis, tu vois, tu dois t'effacer parfois, etc. C'est quoi ta relation avec lui? Alors au début, je suis comme Didier. Je dis, mais j'ai pas envie de rester dans le coin, j'ai envie d'avoir la balle. Nanana. C'est normal, tout le monde est humain. Tu sens que tu es fort, tu sens que tu peux aider l'équipe, tu as envie de faire plus. Et c'est au coach de bien. Bien sûr, je le revendique. Et après, c'est au coach. Tu sais, il arrive à te convaincre et dire, pour le bien de l'équipe, je pense qu'il faut mieux qu'on joue comme ça, comme ça. Et après, c'est à toi ou pas de faire confiance au coach et les résultats à la fin, quoi. Parce que c'est clair que si tu gagnes pas, ça fout le bordel dans tout le truc. Mais comme nous, on a gagné chaque saison. Parce que moi, j'ai joué 17 saisons, quand même la moitié de ma carrière, on était en finale de conférence. Les gens, des fois, ça va vite, ils oublient comment on a dominé pendant très longtemps. Mais parce que justement, on acceptait nos rôles. Tu es resté 17 ans, du coup, aux Spurs. Oui. Dans un sport où la fidélité à une franchise, c'est très rare. C'est pas trop ça. C'est pas comme dans le foot, l'amour. En fait, c'est dur de comparer le foot et le basket parce qu'au basket, tu te fais transférer. C'est pas toi qui décides. C'est ça. Alors qu'au foot, c'est toi qui décides. Si tu as envie de partir, tu pars, les contrats, ils changent. Tu as signé un contrat, ça veut rien dire, on le coupe. Mais d'autant plus. Nous, au basket, on peut pas faire ça. C'est-à-dire que ta franchise a voulu que tu restes pendant 17 ans. Il y a d'autres joueurs qui ont fait autant de temps dans une franchise. Il y en a quelques-uns. Duncan, déjà, lui, il a fait 19. Duncan, Kobe, il a fait 20. T'aurais aimé, toi, Didier, jouer pour une seule équipe? Ouais. Attention, il n'a pas joué pour une seule équipe. Après, il part. Oui, mais ce que. J'aurais aimé. Quand je vois quelqu'un comme Totti, comme Maldini, Gerrard, comme Steven Gerrard, tu vois. C'est beau. Ah oui, c'est beau. C'est la legacy. Tu commences en équipe de jeunes, tu grandis, tu franchis les échelons étapes, et tu vois du monde passer, tu vois les entraîneurs passer, et toi, tu restes. Et ça veut dire que tu as réussi à chaque fois à t'adapter à la nouvelle personne qui vient, aux joueurs, à l'entraîneur, peut-être au président, mais tu es encore là. Non seulement tu es là, mais parce que, tu as été respectueux avec tout le monde, parce que c'est ça aussi, ça fait partie du quotidien. Je pense que les gens préfèrent avoir avec eux quelqu'un qui est chaleureux, qui est respectueux, plutôt que quelqu'un qui va à chaque fois écraser. À un moment donné, on va dire, c'est bon, on va mettre à la porte, mais ouais, j'aurais aimé faire ça à Marseille. À Marseille, ouais, à Marseille. C'est ton club de cœur, Marseille. Oui, c'est mon club de cœur. C'est marrant ce que tu as créé à Marseille en 1 an. En 1 an, c'est ce que je dis. C'est incroyable. En fait, je dis à chaque fois. Je comprends pas, en fait. C'est dur à comprendre. C'est comme en si 1 an. tu donnes la chance à un supporter des Spurs. Tu lui dis, tiens, je te donne le numéro 9 de Tipeee. Vas-y, éclate-toi pendant 1 an. Le mec, il va faire quoi? Tous les soirs, c'est showtime. Il va se dire, je vis un rêve. Mais moi, c'était ça pendant 1 an. Rapide. Mais en parlant de 1 an, Didier, il y a eu un retour manqué à l'OM. Tous les ans, il y a un retour manqué. Tout le En fait, c'est fou parce que ce truc-là m'a mis dans la polémique. Alors que, je voulais jamais quitter le club. 2, quand j'ai voulu revenir, on me dit, ah non, mais si tu reviens, c'est en prêt. Je dis, bah non, moi, si je reviens au club et je repars plus. Et de 3, il y a beaucoup de dirigeants qui se sont servis de mon nom, de l'année que j'ai passée à Marseille, pour à chaque fois dire, il va revenir,
pour vendre les abonnements. Et puis, les gens achètent leur abonnement. Et pour prendre un abonnement, je peux te dire que les mecs travaillent toute l'année pour payer un abonnement. Bien sûr. Donc, c'est pas juste un bout de papier, c'est pas juste aller au match, c'est toute une vie pour eux. Ouais, Donc, quand tu leur mens en disant oui, Didier va venir, et puis en fait, non, il vient pas. Et moi, j'aime pas les conflits. Donc, je vais pas prendre la parole pour dire mais c'est un menteur, ce président ou ce dirigeant qui dit ça, tu vois. Donc, je les laisse dans leur truc. Donc, forcément, ça se retourne contre moi. Alors que toi, tu l'as dit, tu voulais pas partir à la base. Un, je voulais pas partir. Deux, j'ai eu l'occasion de rencontrer, j'ai même sollicité un rendez-vous paix à son âme avec Robert Louis-Dreyfus à Londres pendant ma première année. Je lui dis, président, ça va pas. Je veux revenir au club. On fait comment? Ah, mais non, on n'a pas les sous et tout. Je dis, mais on vient de vous donner 40 millions d'euros. Ça marche pas comme ça. Ouais, mais je vois, Tu vois, ça. ça marche pas comme ça parce que j'étais pas heureux là où j'étais. Les premiers mois étaient difficiles. Donc, à ton arrivée à Chelsea, tu as envie déjà de repartir à Marseille? C'était difficile. Sincèrement, c'était difficile. L'anecdote de la main serrée comme ça, c'était. T'imagines, tu arrives dans un club, tu sors d'une grande saison et tu arrives là-bas et bah, tu deviens comme tout le monde, quoi, en gros. Oh, ça manque de respect, quelqu'un qui te fait une. Non, c'est un petit bisoutage. C'est un tout. Tu gagnes le respect, en fait, quand Ça se gagne, en Tu vrai. vois, il faut que tu le gagnes. Donc, moi, j'ai joué des matchs où, quand je suis dans l'axe, je ne reçois pas le ballon. Quand je suis sur le côté, on me le met. Et puis, c'est moi qui centre et le gars marque. Ça veut dire, c'est pas à toi de marquer. Et la vie à Mon Londres, taf, c'est c'était quoi? comment Pardon? La vie à Londres, quand t'es arrivé au début, c'était comment? C'était différent Il n'y de a pas le Marseille. soleil de Ouais, il Marseille. n'y avait pas le soleil. Ouais. Déjà, le jour où j'arrive pour signer à Londres, je suis dans un débardeur oui. ouvert comme ça. J'arrive là-bas, je dis, waouh, j'étais un glaçon. Je signe, je suis un glaçon. Pour te dire, je me suis dit, mince. Mais après, il y avait la barrière de la langue, même aussi, si je parlais l'anglais, mais l'anglais que je parlais, c'était l'anglais de Where is Brian? Brian is in the kitchen, tu vois. Donc, I'm very happy to sign here. Chelsea, I will give my very best. Tu peux traduire pour Et Kameto. puis après, et après ça vient. Mais le coach m'a quand même dit, parce que je suis allé le voir, je dis merci, tu m'as fait partir de Marseille. Déjà, tu me saoules parce que tu m'as fait partir de Marseille. Maintenant, je viens ici, les mecs me font pas de passe. Mourinho, t'as dit ça à Mourinho? Ouais. Donc moi, je veux partir. Il m'a dit non, t'inquiète pas, je vais faire ce qu'il faut, tout doucement, on va faire notre équipe et tout. Et puis petit à petit, j'ai commencé non seulement parce que je faisais beaucoup de vidéos, je faisais beaucoup d'analyses de mes partenaires et de mes adversaires et de moi-même pour progresser dans mon jeu. Comme j'avais ce manque, cette carence-là de la formation. Tu voulais être sûr que tu sois à la hauteur, quoi. Oui, parce que ça va très vite. Tony, il y a 2 ans avant d'arriver à Chelsea, je suis remplaçant en 2e division. Ça va vite, ouais. Guingamp. Au Mans. Au Mans. Je suis remplaçant, je suis au Mans en 2e division. Et sur un coup de chance comme ça, Fiores qui signe à Paris, Guy Varche qui est blessé, Guy Lacombe qui m'appelle, Didier, on a besoin de toi. Mais c'est une blague. Moi, je suis remplaçant en D2, toi, tu viens me chercher pour jouer en 1re division. Et puis finalement, je signe là-bas, on se maintient. Et à la fin de l'année, le coach part. Il y a Bertrand Marchand qui arrive, qui me reçoit. Il me dit, bon, merci pour le service rendu, mais tu n'as pas le niveau de la L1. Waouh! T'as pas Donc, le niveau 2? De la L1. De la L1. Ah, ok. C'est un visionnaire. C'est un visionnaire. Et je lui dis, coach, donc en gros, tu es en train de me dire qu'il faut que je retourne au Mans ou bien en 2e division ou entre. Et il me dit, ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Je dis, c'est chaud. Tu l'as pas vécu comme un échec? Mais j'ai eu peur. Parce que la 2e division, c'est la guerre. C'est la guerre. Donc j'ai eu peur et je vais voir mes coéquipiers, je leur dis, voilà ce que le coach dit. Et les joueurs me disent, mais en fait, regarde, il n'y a pas vraiment d'attaquant. Tu es le seul attaquant. T'inquiète pas, nous on va se mettre à ton service, on va jouer, on va te faire marquer, on va te mettre les ballons. Tu joues avec Malouda? Avec Malouda, avec Cédric Bardon, avec Carnot, les mecs, c'est des passeurs. Et tu as une bonne relation avec Malouda notamment? Avec tous. Ok. Avec tous, parce que Guingamp, c'était un club familial. Donc, je fais 1 an et demi là-bas. Boum, je pars à Marseille. J'avais le choix entre Lyon et Marseille. Lyon me proposait financièrement plus, comme tu le dis. Il me proposait la Champions League, il me proposait les titres. Mais j'ai fait le choix du cœur. J'ai pris moins d'argent, je suis allé à Marseille. C'était le choix le plus risqué. Mais
c'était le rêve que je voulais vivre. Tu vois, donc j'arrive là-bas, je signe 4 ans. Je me dis, ça y est, mais je vais les terminer. C'est-à-dire, ils vont devenir fous. Ils vont être fous de moi. Mais je fais 1 an où vraiment, je plane et je prépare la saison d'après avec Pape Diouf, qui, lui, passait président du club. Donc, on est assis dans son bureau, il était encore mon agent, donc à quelques mois, à quelques semaines près. Okay. Et il me dit, bon, fais-moi ton équipe. Donc, je me souviens, j'avais mis Pedretti, je voulais qu'on recrute Pedretti à l'époque. Bien sûr, je suis dedans. L'équipe de l'année prochaine. L'équipe de l'année suivante. Donc, je suis dedans. J'avais demandé à ce qu'on prenne Mario Yepes. Tu vois, c'est des gars assez solides. T'étais le GM. Tu veux voler combien de Parisiens? En gros, ouais. Tu vois, je sais pas si on pouvait retrouver ce papier, mais c'était magnifique parce que le fait de faire ça avec lui, Dorixana. En gros, de contribuer à la création de la nouvelle équipe, de la nouvelle saison, parce que tu veux un titre. Alors en France, ça va être vu comme, ouais, le mec, c'est le GM, mais... Les Spurs, ils faisaient pareil, hein. Ils nous demandaient notre avis et tout, bien sûr. Bah ouais, je veux ma team autour de moi, parce que je veux gagner, c'est un objectif que je vais atteindre. Et donc, on finit la saison, les mecs me font re-signer 1 an, le dernier match. 1 an supplémentaire, moi je me dis, oh, c'est cool, je vais rester 5 ans à Marseille et tout, 4 ans, donc je signe. Pour plus tard comprendre qu'en fait, c'est pour mieux te donner la valeur du truc et me dire, allez, pas. Tu vois, donc ça allait tellement vite que j'avais toujours l'impression que, déjà quand je pars à Chelsea, je me dis, mince, est-ce que c'est pas trop pour moi? Est-ce que c'est pas trop? Et si je me plante, comment je fais? Ah, c'est chaud, c'est la honte parce que tu vas rentrer, gros transfert et tout, c'est chaud si tu te plantes. Et j'arrive là-bas et c'est poussif. Tu vois, j'ai du mal. Et je me blesse. Et là, je me suis dit, non, en fait, les mecs ne me connaissent pas. J'ai pas réussi à m'adapter. Il faut que je fasse un effort parce que c'est mort. Je ne retournerai pas en France. Là, je suis là maintenant. Mon gars, saisis l'opportunité. Donc, j'ai recommencé à faire toutes mes vidéos, toutes mes analyses du pourquoi j'ai marqué, pourquoi j'ai réussi un dribble ou pourquoi j'ai raté, pourquoi j'ai utilisé telle surface, pourquoi j'ai raté un contrôle. Et à partir de là, en fait, j'ai intellectualisé le game. Ça m'a permis de répéter, de pouvoir répéter et de savoir pourquoi je marque. Donc, c'est quand même un point commun entre vous trois. Vous êtes quand même 3 sportifs très cérébraux. Toi, on l'a vu tout de suite, quand tu arrives en équipe de France, on te tend le micro, ton discours, il est posé, il est intelligent. Vous êtes quand même 3 joueurs. Enfin, moi, je suis choqué de tout ce que tu racontes. Je ne connaissais pas ça, tout ce travail invisible, l'analyse et tout. J'ai travaillé avec un ostéo, avec un fasciathérapeute pendant 17 ans. Le même. Le même. Il faut savoir que je suis quelqu'un d'assez fidèle, vraiment, dans tout ce que je fais. Donc, j'ai commencé j'ai eu un agent à l'âge de 19 ans. J'étais en 2e division. Non, j'étais stagiaire au Mans et j'avais déjà un agent. À l'époque, et mon agent, c'était Pape Diouf. Okay. Tu vois, l'agent des grands joueurs, des Marcel Desailly, et moi, j'étais no one au Mans en 2e division. Et je signe avec Pape Diouf. Pour te dire que déjà, dans ma tête, je suis loin, je sais où je vais. Tu vois? Toi, Kameto, tu as eu une certaine forme d'échec ou un moment dans ta carrière qui t'a fait passer un cap? En tant que streamer, ouais. Il y a un moment où, dis-toi, tout allait bien. J'avais des bonnes audiences, j'étais numéro 1 en France et tout allait bien. Et à un moment, je voulais faire un voyage, faire des streams là-bas, etc. Sauf que je suis allé avec des potes. Et quand je suis allé faire ce voyage, trop dur de trouver du temps pour stream. En plus, il y avait des embrouilles, etc. Et je suis parti pendant 30 jours. Et quand je suis revenu, descente aux enfers, statistiques pas là, créativité zéro, je savais plus ce que je voulais faire. En 30 jours. Et ça va vite, Internet. Hein. Ouais. Et depuis ces 30 jours, je me suis interdit de prendre des vacances. En fait, c'est pas que je me suis interdit, c'est que j'avais la boule au ventre de repartir et de revivre ça. Et ça m'a mis 1 an à tout reconstruire. Et après, j'ai vécu avec cette peur. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai cette peur. C'est une certaine leçon d'humilité pour l'éthique de travail. Exactement. Je pensais que c'était acquis, que c'était carré. Je pouvais partir, revenir. Je suis parti 30 jours. Rien n'est acquis. Et j'ai mis 1 an et demi avant de revenir où j'étais.
Et, Ok. Et je pensais que c'était fini à ce moment-là. et par rapport à Didier qui parlait justement qu'il a, à un moment donné, il a travaillé sur son physique, etc. Toi aussi, tu as eu une envie de travailler sur ton physique et tu as eu une perte de poids importante. Est-ce que Ouais. c'est lié aussi à ça ou c'est juste par rapport à toi, la santé, mais est-ce que c'était une manière d'être mieux mentalement, pour mieux faire ton taf, mieux vivre, etc. C'est un tout. C'était surtout pour la santé, visuellement. Là, je suis encore gros, mais genre vraiment, ça allait pas. Je faisais mes lacets, j'avais du mal à respirer. On me dit, viens, on va sortir là-bas. J'ai la flemme. Tout le temps sur le PC, tout le temps sur le PC. Et au bout d'un moment, là, j'ai commencé à prendre de l'âge. Donc, non, tranquille, 30 ans, doucement, frère, doucement. hein, c'est vrai. Quel âge, J'ai 29 ans. Il a 29 ans. Désolé. Non, mais bon, tu commences à arriver. À l'époque. À l'époque. Non, mais là, c'est juste- Ancienne. En fait, je me dis, si je rate le tournant maintenant, après, ça va être 30, 31, 32, je sais pas, il va y avoir des gosses, des trucs comme ça. Ça va être, ça va être compliqué. Comme ça. Ça va être compliqué. Donc, ouais, là, par exemple, là, c'est l'année dernière. Je me suis dit, je vais y aller maintenant. Je me donne 1 an pour changer de vie. Et T'as perdu combien de kilos? Là, j'ai perdu 30 kilos. 30 kilos? Ouais, Et t'as fait combien 40 En un an? Non, en 4-5 mois, là. Hein? Ouais, parce qu'elle a fait une première fois 30 kilos en où t'as 4-5 mois? où t'as beaucoup perdu et après t'as repris et là t'as. Ouais, là, je suis en transformation Voilà. physique, là. Et c'est quoi? C'est salle de sport tous les jours, cardio? J'ai un Alimentation, coach, ouais, diète. salle de sport 5-6 jours semaine. Donc cardio, muscu, diète. Je suis en 2 repas par jour. Et je tiens ça, je suis ça. Il y a des moments où je vais flancher parce que dès que tu dois aller à l'étranger, dans des événements, dur. Les voyages, ça te. Ouais. Ah, les voyages, Ça, le c'est dur, plus ça. dur. C'est Ouais. un killer. Ouais. C'est le plus dur. Mais ouais, là, c'est ce que j'essaye de faire. Et justement, je fais des vidéos de tout ça pour donner de la force aux gens et montrer Et ça a que- été le cas. Ça a Ouais. inspiré plein de gens. Il y a plein de gens qui ont eux aussi essayé d'avoir une meilleure hygiène de vie, d'alimentation. Et ils postent aussi leurs résultats. Donc c'est super positif pour toi, mais aussi pour les autres. Exactement. C'est pour ça que dans mon club e-sport, chaque équipe est accompagnée par un coach performance qui gère et le mental et la base. Il a la base du sportif pour essayer de les garder en bonne santé. Parce qu'il y a de tout. Hein. Dans l'e-sport, tu as des mecs qui sont... Ils vivent comme des athlètes, comme vous. J'ai déjà eu des joueurs vraiment réveil, 8 h du matin. Comme toi aussi, t'inquiète. Comme nous, il a dit. Il va faire son footing, il vient, genre sa tête, elle est claire. Et j'ai déjà eu des cas où... là, j'en ai un dans une équipe. Il joue jusqu'à pas d'heure. On est obligé de lui couper Internet dans le bureau pour pas qu'il joue, tu vois. Ah ouais. Faut lui dire, allez, va prendre ta douche. T'en as à l'ancienne. jusqu'à la douche. Mais c'est pour ça qu'on les accompagne pour pas que ça soit comme ça. Et ouais, moi, j'essaie d'inspirer les gens par rapport à ça et j'essaie aussi de réussir moi-même. Tu as ce poids-là de... Enfin, je sais pas si c'est un poids, mais voilà, de te dire que avec Mot la très mal plateforme choisi. que tu as... Mot très mal choisi. Quel bâtard. Je l'avais pas compris, mais là, je l'ai Ah, compris. il a envoyé. T'es bon, c'est son job. Il est Faut le chaud, ramener en il est chaud, il est chaud. sniper, je crois. Il a dit une fois ou deux, il va venir comme ça et il t'en met Ouais, une. il en parlait Ah, tout à c'est l'heure. ce qu'il a dit. 2 fois dans l'oreillette, on lui a dit. Mais tu ressens justement Cette responsabilité. ouais, que Ouais, t'as pour notre génération. Ouais, franchement, oui. Hein. Moi, c'est pour ça que j'essaie d'être tout le temps clean, carré. Dès qu'il y a des messages à faire passer, par exemple, on fait souvent des événements caritatifs en tant que streamer et tout. Dès qu'il y a des messages à faire passer, on profite de notre audience pour le faire. Et on essaie de donner surtout une bonne image. C'est le principal pour moi. Et tout à l'heure, Didier, il disait justement, il a joué à Marseille, c'était son club de cœur. Toi, Tony, les Spurs, c'était ton club de cœur? Ou Lasvel. Non. D'accord. non, moi c'était les Chicago Bulls. Moi. Parce que mon Jordan. idole c'était Jordan. Oui, mais ça Donc compte- moi tu sais, c'était les ça compte Bulls. pas. Mais tu sais, nous au basket, on peut pas choisir. Ouais, bien On sûr. va. Et si Donc, tu avais eu la possibilité d'être tradé aux Bulls, tu serais allé, tu penses? Bah t'as pas le choix, donc oui. Non, mais si toi, Non, t'avais mais le ouais, choix. mais Moi, un si mais j'étais un free joueur agent comme toi, ouais. Non, mais même, je pense qu'on vous pose enfin, un joueur comme toi, on vous pose la question. Oui, c'est oui, pas- bien sûr. Pas de faire une loupe. Bah, en fait, c'est dur de dire ça parce que maintenant, je suis tellement Spurs, je ça. sais pas. Parce que moi, quand j'arrive à San Antonio, je connaissais même pas David cette Robinson. ville. Non, mais je connaissais Ah oui. David Robinson, bien sûr, et Tim Duncan, parce qu'ils avaient gagné le titre en Rodman. 99. Ouais. Mais tu sais, c'est marrant comment ça marche la vie. Parce que moi, la draft, j'avais fait 15 walkouts avant de. La draft, tu sais, à l'époque, il n'y avait pas de respect pour les Européens. Donc, tu étais obligé de faire plein d'essais, plein de walkouts. Et je me rappelle, j'avais fait 2 walkouts avec les Spurs. Et le dernier walkout, c'était 3 jours avant la draft. Et je me rappelle, je me baladais dans la ville, j'avais adoré mon walkout et j'avais dit à mon père, je sens que ça va être ici.
Je sais pas À San pourquoi. Antonio. Ouais, je sens que ça va être ici. Je me sens bien ici. J'aime bien l'air ici. Il fait beau, tout ça. Et 3 jours après, je suis drafté par les Spurs. Quoi. Incroyable. Et l'appart où j'étais, où je 20 l'ai ans filé plus à tard, mon c'est père devenu pour lui ta montrer, j'ai pris cet appart-là cette première année. 20 ans plus tard, c'est devenu ta ville. Enfin, Ouais, bah oui, bien sûr. Ah, On, non, attend non, une t'es invi- clair. on attend une invitation chez toi d'ailleurs, parce qu'on a vu la maison. Quand tu veux. Quand tu veux. Merci. Et je On peut reviens- faire un de bridge là-bas. Ah, allez, c'est vendu. Et je reviens à Club de Cœur, justement. Ça s'appellera The Swimming Pool là-bas. Voilà. On va le faire dans la piscine, l'émission, t'inquiète pas. Et le Club de Cœur, du coup, est-ce qu'il y a des gens, des joueurs, leur Club de Cœur, aujourd'hui, on peut dire, c'est la Carmine? Exactement. Par exemple, là, on a des petits qu'on a signés qui ont fait le choix du cœur parce que des fois, on va leur proposer moins, un peu comme Didier à l'OM. Et ils veulent suivre le projet, ils veulent faire partie de cette ferveur. Et donc, ouais, là, il y a plein de petits qui ont été, parce que ça a commencé en 2020-2021, qui ont été piqués par la K-Corp. Et aujourd'hui, ils ont grandi, ils sont devenus forts, qu'on va recruter plus facilement parce qu'ils étaient fans K-Corp. Et on en a des joueurs superstars dans notre club pour qui c'est le cas. Mais moi, il y a un truc où, franchement, on a parlé depuis le début d'accomplissement, etc. Mais Tony, Hall of Fame, quand tu fais le Hall of Fame, qu'est-ce que tu ressens? Que je pensais pas qu'un petit comme moi pourrait faire ça. Pourtant, j'ai toujours rêvé en grand. Hein. Et je dis tout le temps à mes enfants, à mes académiciens, rêver en grand. Quand tu dis ton rêve à quelqu'un, s'il ne se fout pas de toi, c'est que tu rêves pas assez grand. Et moi, quand je disais mon rêve, on se foutait de moi. Et maintenant, bah, c'est moi qui rigole bien. Mais je ne pouvais pas imaginer le Hall of Fame. Pour moi, quand je rêvais de NBA, je rêvais juste de jouer en NBA. Et je me disais déjà, si je suis un bon meneur remplaçant, je serais content. C'est ça à l'époque. Et si je peux jouer 10-15 minutes, aussi. je me disais, ce serait déjà très bien si j'arrivais à faire ça. Et en fait, ma carrière, c'est même mieux que ce que j'ai pu rêver moi. Mais à l'époque, ouais, il n'y avait pas de Français en NBA. Donc c'était dur de dire, ouais, je vais devenir All-Star, je vais être au Hall of Fame. Pour toi, en tant qu'humoriste, c'est quoi les Hall of Fame? Les enfoirés? Bah. Un gamin. Un jour, Gad Elmaleh est venu sur un plateau et il a dit j'ai beaucoup joué dans les comedy clubs avec lui et c'est le futur. Un jour, Laurent Baffie a été invité chez Quotidien, on lui a demandé c'est qui ton successeur, il a dit c'est Paul de Saint-Cernin. C'est vrai ça Il est- ou t'es en train de le. Non, tout est vrai. Mes frères. Ah ouais, c'est une dinguerie. Non, ça me respecte pas beaucoup ici. Je vous rappelle que lui, il joue à PES à la base. Reste dans ton problème, moi je suis bien maintenant. Non, mais c'est fou justement. C'était. Tout ça, c'est vrai. Gad Elmaleh, c'est une de tes idées. Pour moi, c'est beaucoup. Baffy, c'est... Je l'ai regardé en famille dans mon salon, le DVD de Gad Elmaleh, et Gad a dit à la télévision, lui, ouais, c'est. Sans que tu le connaisses ou tu le connaissais un Je peu? connais pas, je le croisais dans les comédie clubs de loin, tu vois, ils connaissaient pas mon prénom, quoi. Et Laurent Baffie aussi, ouais, en tant que sniper, ça m'a fait beaucoup. C'est pas du Hall of Fame, c'est des petits accomplissements où tu te dis, c'est con, mais un jour je fais un événement pour un équipementier avec Zinedine Zidane, qui est mon idole absolue. Et il vient, il me dit, oh Paul, je suis content de te rencontrer, je te regarde à la télévision, en fait, tu me fais beaucoup rire. Et pour lui, c'est une phrase, il croise un gars, il dit, ouais, t'es marrant, je t'ai déjà croisé, je vois qui t'es. Bah, il a fait une vidéo à Kameto, t'inquiète. Ouais. Pour moi, forme d'accomplissement. Ce sera jamais un Hall of Fame, et moi je suis au tout début, et je verrai ce qui m'arrive, et c'est super, mais aujourd'hui je suis assis sur un canapé, tu vois, avec des mecs que je regarde à la télé quand je suis petit. Non, mais C'est beaucoup pour moi, ces petits machins. C'est pas mon Hall of Fame, mais c'est des petits machins. Mais bah, je comprends. Et sur le fait d'apprécier le moment, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile. Quand tout s'enchaîne très vite, parfois, on n'a pas le recul nécessaire. Et Je pense qu'un quelqu'un comme Aurélien, il doit être pris dans la note de ton match de la veille, ce que dit la presse, de demain il y a entraînement, on va changer de système, je dois changer de poste. En fait, je pense que c'est fou si un jour tu mets pause, tu dézoomes. Je suis au Real Madrid quand même. Non, mais je pense que Bah, même pas titulaire ça, au Real même, Madrid, tu vois, c'est- même le bridge, au final, tu vois, t'as résumé tout ça. Pour moi, juste d'être autour de vous, là, ça me permet de mettre pause, tu vois, dans ma vie en général, peu importe ce qui s'est passé la veille, ce qui va se passer demain, ce que tu dois faire après. Juste d'être là autour de vous et de pouvoir apprendre, de pouvoir me nourrir de toutes ces discussions-là. Bah, en fait, c'est ça la clé, tu vois, de pouvoir rester dans le moment présent, de s'inspirer et tout simplement de profiter des bonnes choses qui nous arrivent dans la vie, puisque bah là, on a des personnes, vous tous, chacun a eu du succès dans ce qu'il fait, et au final, des fois, on le prend un peu pour acquis,
alors qu'au final, il y a plein de choses qui nous arrivent qui sont hors du commun. Tu vois, Love Fame, au final, il n'y en a pas beaucoup, même toi, des trucs comme ça. Mais je ne sais pas si vous avez peut-être des conseils en tant que, vous n'êtes pas vieux évidemment, mais vous avez beaucoup plus d'expérience que nous, sur justement profiter de l'instant présent, parce qu'au final, on ne sait pas, il n'y a rien qui est garanti. C'est dur de profiter, tu sais, de l'instant présent, moi je trouve, hein, parce que tu es toujours concentré sur ton prochain truc, prochain match. Moi, j'ai que pris du recul, c'était à la fin de ma carrière. Hein. À la fin de ma carrière, là, tu peux prendre du recul et tu peux enfin te dire, bon, c'est fini. Parce que quand je suis en carrière, moi j'avais toujours cette mentalité, je ne peux pas me reposer sur mes lauriers. La concurrence, elle est rude. Il y a 400 joueurs NBA, tu as 60 nouveaux joueurs qui rentrent chaque année. La moyenne d'une carrière pour un joueur NBA, c'est 4 ans. Donc t'imagines, la concurrence, comment elle est rude, tu le sais au foot, tu n'as pas le temps de vraiment... Moi, nous, on gagnait à peine un titre. Moi, j'étais déjà en train de penser, on a à peine fait la fête, je pensais déjà à comment on va faire un back-to-back et tout, parce que moi, j'avais cette mentalité où je voulais marquer l'histoire de mon sport. Donc, j'étais en mode, pour marquer l'histoire de mon sport, Jordan, il en a gagné 6, Kobe, il en a 5, donc il faut y aller hein, pour gagner les titres. Donc, moi, c'était ça ma mentalité. Donc, j'étais pas trop en mode... Maintenant, tu l'as. Maintenant j'adore regarder les matchs à l'ancienne, à l'époque. Là, tu peux kiffer et tu réalises en fait ce qu'on a accompli. Parce que là, les Spurs, ils n'ont pas fait les playoffs depuis 6-7 ans. Nous, on a fait les playoffs pendant presque 20 ans. Enfin, là, tu peux comparer et voir. Moi, j'ai 4 titres. LeBron James, il a 4 titres. Steph Curry, il a 4 titres. Ils vont peut-être plus en gagner. Et là, tu commences à réaliser, dire en fait, ce que j'ai fait, c'est peut-être pas mal. On est une trentaine, je crois, une quarantaine d'avoir gagné 4 titres dans toute l'histoire de la NBA. Et là, tu commences à réaliser. Et les Français, pour revenir à ta question de tout à l'heure, est-ce qu'ils réalisent ce que j'ai fait, pas fait, blabla. Maintenant qu'il y a plein de Français en NBA, tu verras dans 5, 10, 15, 20 ans, on pourra comparer après avec tous les Français qui ont été en NBA, moi, ce que j'ai fait et eux, ce qu'ils ont fait, quoi. Et là, tu pourras réaliser. Mais ça sera après, moi, je trouve ça. Ouais. Là, mon conseil, si j'étais en pleine carrière comme toi à 25 ans, c'est tous les jours, il faut taffer et il faut te dire que tout le monde veut ta place. Parce que là, tu es dans le plus grand club et tout le monde veut ta place. Donc là, tu n'as pas le temps. Là. Tu as déjà 1 ou 2 joueurs qui sont dans le même club que toi, qui veulent ta place, mais tu en as combien qui font la queue, qui attendent Tu vois. C'est ça le truc. Donc, ce que je pourrais peut-être te donner comme conseil, c'est de te remettre en question à chaque fois. En fait, faut faire ce que Tiger Woods a fait. Parce que Aurélien Tchouaméni, c'est allé vite. Il a fait Monaco, il a fait équipe de France, il est à Madrid maintenant. C'est tout ce que tu as fait auparavant qui t'a permis d'arriver à Madrid. Maintenant, ce que tu vas préparer, ce que tu vas faire demain, c'est maintenant que tu dois le préparer. Donc, ce que tu sais faire, c'est déjà un acquis. Maintenant, qu'est-ce que tu peux apporter de plus à ton jeu qui va te faire franchir un cap? C'est peut-être soit te fixer un nombre de buts à marquer par saison pour être peut-être un peu plus visible, ou c'est peut-être, je sais pas moi, devenir le joueur incontournable, c'est-à-dire quand le coach fait l'équipe, ton nom est en premier. Tu vois? Parce que tu auras fait les efforts, tu auras changé peut-être ton alimentation, peut-être... on voulait te parler de ton alimentation. J'ai pris un cookie avant de commencer l'épisode en plus, tu vois. C'est pas mauvais. Non, peut-être En gros, c'est se remettre en question. Parce que si tu fais pas ça, il y a toujours plus fort que toi. Et dans tous les domaines. Et ça arrive. Bien sûr, dans tous les domaines. J'ai eu la chance d'être mis en concurrence avec de très, très grands joueurs. Hernan Crespo. Crespo, c'est Peter Cech qui en parlait tout à l'heure. C'est le mec, c'est une machine très élégant, très classe dans ses appels de balle. Tout ce qu'il faisait, c'est propre, c'est pur. Et donc, tu es là, tu es sur le terrain et tu le regardes. Le coach décide de nous mettre en concurrence. Donc, je joue un match, je marque. Le match d'après, je suis titulaire. Et le match d'après, je commence, tu te reposes un peu, tu as marqué le week-end dernier, tu joues un peu moins, concentré. Au bout de la 50e, il envoie le mec s'échauffer. Et tu le vois en plus. Donc, tu le vois, quand il envoie, tu sais que c'est Mourinho. Tu sais que c'est Mourinho, que lui, il dégaine vite. Tu vois Crespo s'échauffer et tu entends les supporters. Hernan Crespo, Hernan Crespo. Oh. Donc tu fais ça, tu dis envoyez-moi les ballons, envoyez-moi les ballons, envoyez-moi les...
On t'envoie les ballons, tu fais ce qu'il faut. Ça ne rentre pas. Viens t'asseoir. Là, tu viens t'asseoir. Pendant que tu es assis, le mec, premier ballon, demi-occasion, boum, il la met dedans. Je peux te dire, mince. Ton prochain Week-end match. après, bon, je démarre pas le prochain week-end, tu vois. Le week-end après, il démarre, pareil, il marque pas. Le coach retourne, il fait, va t'échauffer. Mon gars, tu enlèves vite les trucs, tu cours, tu vas t'échauffer. Tu rentres, faut marquer. Mais ça, là, si psychologiquement, tu n'es pas préparé à ça, mais tu plonges. Tu plonges parce que le coach t'a sorti parce que tu n'as pas marqué. Ouais, mais j'ai fait plein d'autres choses qui ont apporté à l'équipe, mais j'ai pas marqué. Et en plus de ça, tu as un mec qui est hyper fort à côté. Et le pire, c'est que vous entendez bien. Donc, c'est tellement sain que tu regardes, tu te dis, en fait, il est trop fort. Et lui, il doit se dire la même chose. Ah, le petit, là, Ouais, c'est ce qu'il doit se dire. il doit se dire la même chose. Ça. Et un jour, on joue à Liverpool et on gagne 4-1. Et je fais 4 passes décisives. Et on finit le match, et je suis dans le vestiaire, je suis rincé, je suis comme ça. Et je croise son regard, et lui aussi, il est comme ça. Il me dit, you, very good. Je dis, non, me, non, you, very good. Après, je dis, I'm tired. Je dis, moi aussi, je suis fatigué. On va voir le coach. Et c'est là qu'on allait voir le coach. Je dis, coach, franchement, j'en ai assez de jouer seul, d'être dans un registre où c'est très stéréotypé. Je remise, j'ai pas le droit de bouger sur le terrain. Et il a dit, ah bon? Vous voulez jouer à deux? Je dis, ouais, franchement, avec Hernan et tout, on s'entend bien, tout ça. Ok, d'accord. On va à Manchester United. Il nous fait démarrer, lui et moi. On commence, je suis à droite et Hernan est à gauche, à l'opposé. Ça marche pas. Ça marche pas. Et le coach, à la mi-temps, il dit, ah, il y a 2 joueurs qui sont venus dans le vestiaire, me voir. Ouais, on veut jouer ensemble. Ah, il balance. On est une famille. Ouais. Donc on se dit tout. Ah, Didier et Hernan sont venus, voilà, ils disent qu'ils veulent jouer ensemble et tout, tous les deux. Ok, vas-y maintenant, jouer. C'est quoi ça, jouer? Donc on avait pris 2, on a perdu, on rentre à la maison. Et la force de Mourinho, c'est que le match d'après, il nous remet titulaires tous les 2. Et là, on cartonne. Je le fais marquer, il me fait marquer, on gagne, on enchaîne quelques matchs comme ça. Et puis en fin de saison, il part parce que bon, il avait d'autres plans, mais ça a été l'un des duos, l'une des personnes avec qui j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Pourtant, il y avait une concurrence, hein, mais c'était tellement sain et j'ai beaucoup appris de lui. Donc je pense qu'en apprenant beaucoup de ses coéquipiers, on peut progresser aussi, on peut franchir des paliers. C'est bon conseil, hein, ça veut dire qu'on ne réussit pas tout seul en fait. Non. C'est ça. Bah écoutez, messieurs, merci beaucoup en tout cas pour cette émission. C'était un plaisir de partager tout ça avec vous. J'espère que vous avez passé un bon moment aussi, en tout cas. Avec C'était le cas plaisir. pour nous. Merci pour l'invitation. Merci. Non, de rien. C'est une chance, merci. Puis on se voit tous à San Antonio. Voilà, Voilà. le rendez-vous est pris. C'est enregistré, filmé. Exactement. Donc merci à vous aussi de nous avoir suivis. On se retrouve dans un prochain épisode.